Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors ce soir messieurs, épisode spécial. On les aime bien, vous savez, 1 à 2 fois par an, on a la spéciale. C'est la spéciale Ignite 2025. Je le rappelle à chaque fois, les 2 grandes messes de Microsoft, la build vers avril-mai en général, mai et l'Ignite. Alors la build étant plutôt un événement tech en général, plutôt à destination des devs, développeurs, etc. L'Ignite, c'est vraiment l'annonce plutôt vision stratégie de marché, produits, annonce de nouveaux produits. Donc c'est souvent là qu'on a plein de révélations et ça s'est passé ce soir parce qu'on enregistre, vous le verrez peut-être le mercredi 19 novembre, si je ne dis pas de bêtises en dispo. Vous le savez, d'habitude on les tourne en live. Par contre, là, l'exercice est différent, c'est qu'on vient de regarder tous ensemble la keynote de l'ouverture et on fait, comme d'habitude, un débrief à chaud. On vous partage nos grandes impressions sur cette conférence de Microsoft 2025. L'idée, bien évidemment, donc c'est du débrief à chaud. On a eu les 2 heures, un peu plus de 2 heures de conférence. On a eu le Book of News, on a eu les articles des blogs, un peu de choses sur LinkedIn. Voilà, tout ce qui est passé officiellement. On a essayé de résumer ça très rapidement entre nous. Et du coup, on va se prêter à l'exercice, comme d'habitude. Alors, l'Ignite 2025, ça se passait où cette année? Tu m'as dit, Kevin, c'était San Francisco. Et déjà, pour commencer, énorme changement. On a perdu Satya Nadella. Quand même. Donc là, vous allez le voir à l'écran. Cette année, premier démarrage, changement de ton. Alors, vous ne connaissez peut-être pas cette personne, et pourtant, elle est éminemment importante dans l'organigramme de Microsoft. C'est Justin Althoff, qui est le directeur commercial de Microsoft Worldwide, globalement. Tout simplement, donc ça faisait longtemps qu'une conférence n'avait pas été animée par quelqu'un d'autre que Satya Nadella. Alors, il a pour habitude de faire intervenir beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'était le maître d'orchestre sur l'ensemble de ces conférences ces dernières années. On a Justin, alors ça avait été annoncé, je crois, ça avait été communiqué, c'est pas une surprise. J'avoue, je pense que j'étais dans le déni. T'étais dans le déni, mais c'est toi qui me l'avais dit, mais non, il n'interviendra pas, ça avait été communiqué. Changement de ton, Judson prend la main. Assez intéressant. Première fois qu'on le voit à l'exercice, alors je sais pas, juste comme ça sur le principe, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh bien, oui, il avait l'air à l'aise. Oui, très à l'aise. Ouais, ça maîtriser le sujet. Et puis ça collait à la thématique générale de cette Ignite, en fait, très pragmatique. Quoi. Exactement, enfin je trouvais qu'il donne du rythme, il embarque, on sent que ça lit pas trop le prompt, je veux dire, c'est un style complètement différent moins classe. De Satya Nadella. Moins classe. Merci Nicolas. Moi je disais que j'aimais beaucoup sa veste, donc on peut parler vestimentaire. Mais... Vestimentairement, oui, c'est pas. Voilà, bon après, ça pique un peu. Mais... Exactement, non, un style plus commercial peut-être qu'un Satya Nadella, mais par contre, moi en tout cas, j'ai trouvé son intervention extrêmement propre. Donc voilà, donc ça se passait du coup à San Francisco, on l'a dit, c'était animé par Judson Althoff, pardon. Et on a annoncé, en tout cas, il y a eu un chiffre à un moment qui a été divulgué. On vous racontera pourquoi là sur une démo lors d'une thématique. À peu près 20 000 personnes présentes lors de cette Ignite. C'est pas mal, c'est une grosse conférence. Ouais. Grosse conférence. Peut-être aussi dans le changement de thème, on peut voir une seconde image, mais globalement, on avait plutôt un espèce de une scène centrale, un petit peu là sur lequel se tenait Judson et tous les autres intervenants. Et on sent qu'ils ont voulu créer quelque chose de beaucoup plus dynamique, plus intimiste. Les caméras tournaient un peu en mode show, globalement. Alors, ça n'a pas toujours été hyper efficace en fonction des intervenants. On sent que certains cherchaient la caméra. Et tu le voyais, le côté plateau télé, c'est-à-dire que lui, il animait. Et en fait, ils avaient des mini-scènes sur le côté. Je crois qu'on les voit un petit peu autour, les ronds lumineux à la trône. Et en fait, ça leur permettait en fait, d'installer des speakers et des démos sur des scènes parallèles. Et à chaque fois, lui, il lançait, il dit alors machin sur telle scène, va vous présenter ça. Donc la lumière, la caméra changeait. Et puis ensuite, c'était fini, ça revenait au centre et on passait sur une autre scène. Et ça, c'est vrai que ça faisait un petit peu Monsieur Loyal, en fait, avec les différents espaces. Exactement. Alors, il est très scénarisé, mais scénarisé, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de mise en situation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour illustrer un peu le propos, la nouvelle features, on avait les personnes de l'équipe de Microsoft, de la core team, du produit, etc., les programme managers, qui étaient là, qui se sont mis dans des rôles d'une entreprise fictive. Alors, c'est la deuxième grosse nouvelle, on va être obligé de le dire. Il n'y a plus Contoso. Contoso a disparu.
Alors vous le savez, hein, on parle souvent de cet effet Contoso. Contoso, c'est la fake entreprise qui est souvent pris depuis des années en exemple par Microsoft. Dès que vous avez un démonstrateur, Elle fait il y a tous le petit logo Contoso qui vient illustrer comment une entreprise se servirait des produits Microsoft. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant la grande ère, avant 2015, toute cette ère Internet, 365 cloud partout, moi je me rappellerai toujours qu'on avait des clients qui, quand ils ne se souvenaient plus du nom du consultant qui avait fait une démo en avant-vente, ça m'est arrivé dans 2 boîtes différentes, ils appelaient le standard et ils disaient « Est-ce que je peux parler à monsieur Contoso ?» J'ai eu le cas vraiment des clients qui, à force, disaient juste « Passez-moi le monsieur qui fait du Contoso. » C'est John Doe C'était exactement, c'était le John Doe. Et donc Contoso n'est plus. Welcome Zava. Ça va. Voilà, ça va bien. Z-A-V-A, Il fallait la faire. Romain. Merci, Tu voilà. l'as fait en live quand on a vu la Vas-y, Vaza, maintenant c'est Vas-y, Vaza, Zava, exactement. Et donc, du coup, Zava est la nouvelle entreprise test pour les démos. Et donc, chacun des intervenants de l'écosystème du coup de l'équipe Microsoft a endossé un rôle Chief Product Officer, Chief Marketing, etc. de l'entreprise Zava, pardon. Ah, ça y est, Ça commence faire souvent celle-là, je le Ça sens. commence, pardon. Donc voilà, les 2 gros changements, hein, enfin 3 globalement, c'est Judson en animateur. C'est d'habitude on avait l'habitude d'avoir Satya plutôt de face. À un moment en mode un peu diffusion PowerPoint, là ils ont essayé de créer quelque chose de beaucoup plus dynamique ouais. et de plus Dans le illustré. mouvement, ça Exactement. marche, Et ouais. l'arrivée donc de cette nouvelle entreprise Zava. Comme on le voit à l'écran pour ceux qui regarderont la vidéo YouTube, l'entrée s'est faite sur ce qu'on appelle les frontières firmes. Microsoft en parle depuis un moment. Hein. On en avait un peu discuté dans les précédents épisodes. La frontière firme, c'est cette entreprise vraiment qui a embrassé les AI globalement hein, et qui se développe, qui est empowered, comme le diraient les Américains, par l'IA à tous les étages. Et donc, Judson a commencé notamment par évoquer un peu les facteurs clés de succès du coup pour devenir une frontière firme. Globalement, hein, venir pousser auprès de nos employés, alors voilà, les employés, les clients, j'ai envie de dire assez classique. Maintenant, voilà, on continue dans l'idée de pousser cette vision de la transformation de l'entreprise à travers l'écosystème AI et notamment la GenAI. Derrière ça, on a eu une seconde personne qui est intervenue. Alors, je ne sais pas si tu es calé, Antoine. Voilà, on a Ryan je vais y arriver. Ryan Roslansky. Et je rappelle qu'on est le soir et que c'est beaucoup plus dur. Hein, les petits cheveux sur la langue ressortent encore plus. Donc Ryan, pour le citer que par son prénom ce soir, est le CEO de LinkedIn qui est intervenu en second maître de conférence. Et c'est assez intéressant. Alors pourquoi ? Et d'ailleurs, il le dit, vous vous demandez peut-être pourquoi le CEO de LinkedIn intervient. Exactement. Il représente maintenant alors LinkedIn, Microsoft Office et Copilot, quand même les 3. Rien, ouais. Et du coup, l'idée, c'était de présenter un petit peu l'impact de LinkedIn, qui représente ne serait-ce qu'1,3 milliard de membres. Hein. Voilà. On l'avait parlé, hein, la force du graphe de LinkedIn qui a été importé dans les graphes côté fabrique. On sent que LinkedIn devient aussi un engine clé de l'écosystème Microsoft. Et du coup, ce que Ryan Roslansky, je retente l'exercice, nous a présenté, c'est ce qui va être la thématique principale de ce Microsoft Ignite. C'est ce qu'on va appeler l'IQ, IQ en français. Donc l'IQ, et notamment il a démarré par le Work IQ, qui est du coup lié à l'écosystème Microsoft Copilot. Est-ce que Kevin pourrait introduire la thématique ? Donc à savoir que cet IQ, on va le retrouver également côté fabrique et côté Foundry, va être globalement une surcouche un peu transverse, hein, au même titre que le graphe l'est. On vient surcoucher le graphe. C'est ça. Est-ce qu'on présenterait ça comme ça, du coup ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelque chose même qui est déjà disponible depuis quelques mois dans M365 Copilot. En fait, le constat, il est simple. C'est que côté Microsoft 365 Copilot, quand ça a été annoncé, initialement, ça reposait exclusivement sur le graphe. Donc, ce qui est cool. Mais les premières interactions que les utilisateurs avaient avec Copilot, c'était très descendant. Tu as besoin de quelque chose, tu fais ta demande, et Copilot est un exécutant, point barre. Au fur et à mesure, ce qui a commencé à se faire, c'est que Copilot a commencé à apporter les suggestions. Donc, c'est la première matérialisation du Work IQ qui est arrivée, où en fonction des prompts que tu fais, de la direction que prend ta conversation, il te met des suggestions d'actions que tu pourrais faire avec Copilot pour aller un peu plus loin. Donc ça, c'était les bases. Et là, depuis les derniers mois, il va beaucoup plus loin en fait, au niveau de ce contexte-là. C'est qu'en fait, il comprend
en plus de la conversation que tu as avec, toutes tes préférences, donc que tu peux conférer avec Copilot, ta mémoire, tes préférences personnelles en termes de restitution, ce sur quoi tu es en train de travailler en ce moment, et nouveauté, les agents qui peuvent potentiellement t'aider dans la suite de la conversation. En fait, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante dans le chat Copilot, c'est que tu peux à tout moment, pour aller plus loin, appeler un agent avec un arrobase et dire tiens, je vais demander à Researcher de creuser la première étoffe de travail que j'ai commencé à avoir, ou je vais commencer à appeler mon agent que j'ai construit avec Copilot Studio Lite ou avec un agent qui a été déployé côté Copilot Studio Full, je crois que c'est ça le nouveau nom. Voilà, mais ça tu le faisais manuellement. Là aujourd'hui, Copilot est beaucoup plus proactif et il prend en compte non seulement ton graphe, mais aussi tes préférences, la personnalisation et le contexte global des conversations et des interactions que tu as avec lui. Donc ça, c'est ça le Work IQ d'un point de vue M365 Copilot. D'un point de vue, voilà. Donc ce que disait Brian, c'est que ça relie la mémoire, la data et l'inférence. Et la personnalisation. Globalement, la personnalisation. Donc le graphe, globalement, lui, connectait tes activités et tes données. Contexte, on savait à quel finalement item tu avais accès dans un écosystème Microsoft 365. Et là, on a une espèce de surcouche de ton activité liée à la GenAI. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Et ça se matérialisait à un autre endroit aussi, et il le mettait aussi dans le Work IQ. C'est qu'aujourd'hui, quand vous allez dans OneDrive, par exemple, ou dans SharePoint, il y a des actions Copilot qui sont suggérées à côté, par exemple, des documents pour résumer, générer une FAQ, comparer des documents entre eux. Perdre la télé. Passe le message. Pardon, Kevin. Le retour vidéo. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est par rapport à ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que Copilot peut te suggérer de manière proactive. Contextualisé, proactive. En fait, c'est des suggestions proactives. Donc, le Work IQ, ouais, Romain, tu veux dire quelque chose? Non, mais justement, tu as la partie inférence aussi, parce que tu as parlé de la partie dans le data. Que tu envoies, effectivement. Mais c'est surtout qui va. C'était la vidéo d'intro, je pense, qui est pour moi le gros plus. C'est qui va rajouter le glossaire, la thématique, le lexique, l'ontologie. C'est qu'en fait, Work IQ, c'est ce que tu décris, et la grosse, je pense, pour moi, révélation, c'est que on va avoir une vraie notion d'ontologie dans le contenu, et donc c'est ce qui expliquait un petit peu les clients qui ont pu tester en alpha, c'est qu'aujourd'hui les questions tiennent compte du business réel de l'entreprise. Il y a une vraie recherche de compréhension de ton glossaire, de tes mots-clés, de tes mots et ta façon de travailler, parce que c'était un peu la limite de l'exercice qu'on a constaté les derniers mois sur les agents conversationnels purs. Je parle pas ceux où il y a de l'action ou de l'instruction, mais vraiment les agents conversationnels sur de la doc. C'est que quand tu commençais à aller sur des niveaux vraiment très élevés d'exigence, de compréhension métier, c'est-à-dire je parle pas de faire l'agent RH. Je parle vraiment, je suis ingénieur senior sur une plateforme pétrolière. Là, ça commençait à être un peu limite, ça marchait. Et c'est là où tout ça va marcher. Ils ont donné des exemples dans de l'industrie. Voilà, tu poses des questions sur tes plateformes industrielles, sur ton secteur d'activité qui est propre. Tu vas pouvoir enrichir tes mots-clés, tes définitions, ton lexique, ton glossaire, et surtout faire extraire ces notions, parce que la notion parfois qui va nous manquer, c'est que moi, c'est un cas que j'ai eu chez un client, on te demande de faire le calcul sur des rapports sur des pertes et des pertes de production, ce genre de choses, ou liés à des incidents. Ok, le mot incident, un chatbot, il le comprend. Mais c'est quoi l'incident un incident dans le contexte de ce client? C'est quoi une perte de production dans le contexte de ce client? Et ça, c'est la promesse, en tout cas, qu'on a vue dans la vidéo d'introduction. Et tu peux l'imaginer, c'est quand tu t'adresses à ton copilot, tu vas lui dire, tiens, je travaille sur un plan stratégique pour mon marketing, peux-tu me créer un doc? Alors le graphe, il voit le doc, il sait que Kevin a créé un doc. Mais jusque-là, on n'avait pas le contexte de pourquoi on l'a créé. Aujourd'hui, le plan marketing va pouvoir devenir une entité conceptuelle sur laquelle on bosse, qui n'a pas besoin d'être un fichier, qui n'est dans aucun titre potentiellement, mais qui est l'action que j'ai faite, ce pourquoi j'ai créé le PowerPoint, ce pourquoi j'ai fait des recherches dans des bases documentaires précises. Et finalement, c'est cette surcouche-là, business, que le Work IQ est censé apporter. C'est ça, parce que vous voyez ça vraiment comme une surcouche au-dessus du graphe d'un point de vue M365. Là où c'est important en termes de chain, parce qu'ils insistaient bien sur le Work IQ, que c'était basé aussi sur la mémoire et la personnalisation, c'est deux choses qui sont peu utilisées aujourd'hui côté Copilot, parce que c'est assez récent. C'est alimenter justement ce contexte-là, cet IQ, en disant à un Copilot de se souvenir de certaines choses. En fait, c'est juste un prompt en disant, souviens-toi que un incident, par exemple, de production, c'est ça dans mon contexte. Et dans la personnalisation, parce que
Copilot, dans ce Work IQ, il met toi ta fiche de poste, enfin, ton profil M365, ton rôle, ton entreprise, mais toi, tu peux mettre dans ta personnalisation qu'est-ce que tu fais exactement. Donc moi, dans ma personnalisation, par exemple, j'ai dit, dans tes recherches, parce que je fais ça comme travail, priorise ces personnes-là. Donc en fait, ça change tout en termes de la manière dont il me répond et la manière dont il oriente ses recherches, tu vois. Et même l'exemple que tu donnais, Kevin, était intéressant sur le plan stratégique marketing. Mais avant WorkIQ, quand on rajoutait du deep reasoning dans la question et nous, on avait accès à ce qui se passe sous le capot, on le voyait faire son raisonnement, et on lui disait, par exemple, fais-le par rapport à telle notion de stratégie, etc., ou de marketing. Et on le voyait faire ses inférences, sa logique et tout ce qui tourne autour. Sauf que quand on regardait bien, c'était la création d'un raisonnement autour de la notion d'un plan marketing stratégique. Là, ce que va changer WorkIQ, c'est qu'il va faire ce raisonnement en tenant compte de tout ce que tu viens de dire, Kevin. Et c'est ça qui va aussi profondément changer, c'est que on nous demande très souvent, chez des clients, on travaille souvent sur des agents de due diligence, de vendor search, de veille compétitive, je cherchais aussi les mots en français, pardon, enfin tous ces trucs-là, et à la fin on te dit, fais-moi des recommandations stratégiques, j'aimerais bien que l'agent à la fin, au-delà de l'analyse factuelle qu'il sait très bien faire, faites-moi des recommandations stratégiques. Et je dis toujours, attention, ces recommandations stratégiques sont par rapport à la compréhension d'un agent de qu'est-ce qu'une recommandation stratégique, qu'est-ce que ton secteur d'activité. Dans ton contexte. Voilà. Ça, sauf que du coup, le WorkIQ va faire que là, toutes les demandes qu'on a d'analyse et de recommandations stratégiques vis-à-vis d'une analyse, ça va vraiment être intéressant. Et je pense que pour moi, c'est là que la révolution, elle va être la plus forte. C'est que justement, c'est la question que je me pose quand je t'entends dire ça, Romain, c'est est-ce que finalement il est géré au niveau de la personne toujours comme le graphe, ou à un moment ces concepts business liés à l'entreprise, on peut les remonter sur une couche globale. Aujourd'hui, c'est la personne. La seule notion de vocabulaire d'entreprise et de définition qu'il y a, c'est le dictionnaire. Pour Teams. Mais je pense qu'à terme, dans la logique, parce que ce serait pas mal qu'à un moment on puisse finalement avoir des personnes qui, d'un point de vue gouvernance, prennent le temps de travailler sur les concepts de l'entreprise pour faire gagner du temps à tout le monde. Parce que là, ça veut dire quand même que si je ne l'ai pas dit, à un moment, il ne le sait pas. Ou si tu l'as dit, en fait, ton agent, parce que du coup, l'une des nouveautés, c'est que ce WorkIQ va être mis à disposition pour les agents qui sont créés depuis Copilot Studio Lite, Copilot Studio Full et même Azure, Microsoft Foundry et maintenant. Même plus loin, via API, ils ont montré. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça te rejoint, Kevin, ce que tu disais, c'est qu'ils nous en ont déjà parlé à la build, qui aura un système géré en centrale d'information. Et si tu vois à une extrémité un système central de gestion de l'information, WorkIQ, et à la fin, je vois à l'autre bout des API, et entre les deux, il y a le low-code, Power Platform et tout, je fais oui, bien sûr. Mais pour moi, la réponse, elle est oui. C'est que s'il y a des API, une gestion centrale et au milieu tout le reste de la Microsoft Family, ça va, on l'a. Pour moi, c'est au pire du pire, c'est la build en mai, quoi. Et sinon, ça se trouve, c'est dans un mois, quoi. Il faudra faire parce que sinon les agents risquent de se comporter différemment en fonction du WorkIQ de chacun, quoi. Partant du WorkIQ pour continuer d'avancer, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire sur l'épisode, qu'est-ce qui a été annoncé d'autre, du coup, Kevin, sur la partie Copilot Microsoft 365? Oui, alors, du coup, en faisant transition, j'ai noté quelques actualités. Déjà, il y a une planquée de nouveaux agents qui sont arrivés. Il y a déjà les agents Word, Excel, PowerPoint qui arrivent. En fait, aujourd'hui, depuis le chat Copilot, donc M365, là, à chaque fois que je vais dire Copilot, c'est la licence payante. Donc, dans Copilot, on peut demander, après avoir fait une interaction, et même proactivement lui propose de générer un document. Donc, Word, Excel, PowerPoint. Sauf que les documents qui sont générés sont pas ouf, parce qu'aujourd'hui, le cas d'usage, c'est que quand tu veux générer des choses vraiment propres et dans ta charte d'entreprise, tu vas directement dans les applications Word, Excel, PowerPoint. Sauf que ça casse un peu le flow quand tu travailles, de passer du chat vers les applications. Là, l'idée, c'est que tu appelles ces agents-là directement, et en fait, eux, ils sont en capacité d'aller chercher la charte graphique, et faire, en fait, c'est comme si tu avais PowerPoint à l'intérieur de ton chat. Oui, alors que jusque-là, on avait l'impression qu'en fait, tu pré-générais un template à plat. Et comme ChatGPT, un peu comme ChatGPT fait, c'est-à-dire sans vraiment compréhension des mécanismes intrinsèques à Word, même si c'était quand même mieux. C'était très utile. Ce qu'un ChatGPT faisait. C'est quand même plus qualitatif, mais tu avais l'impression que ça avait été prédigéré, plutôt construit dedans quand même. Et tu étais souvent un peu déçu du résultat. Quoi. Alors que là, tu as la vraiment logique. Donc ça, c'est ces 3 agents qui arrivent d'ici fin d'année dans le programme Frontière. Word, Excel, PowerPoint.
Il y a d'autres agents qu'ils ont annoncés qui n'ont pas été montrés pendant la vidéo. Alors je te coupe, excuse-moi Kevin, mais c'est ce qu'on voit à l'écran. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est le Word après. Non, ça c'est autre chose, c'est le mode agent. Alors c'est le nommage côté Microsoft. Ah, pardon. Mais non, t'inquiète. Du coup, dans les nouveaux agents, il y a un nouvel agent sécurité qui arrive dans Defender, qui sera intégré pour les personnes qui ont un plan E5. Ils n'ont pas précisé si ça sera compatible avec le plan Compliance E5 pour les personnes qui sont en ME3 par exemple ou en d'autres licences moins élevées. Cet agent-là, il permet de détecter les risques et les failles, par exemple tout ce qui est phishing et autres, et de donner toutes les pistes de rémédiation pour y arriver. Il y a un agent pour ça. Il y a eu des démos d'ailleurs assez impressionnantes sur en effet la les niveau de priorisation tentatives commentaire sur Outlook de phishing en fait qui arrive aujourd'hui de manière hyper courante dans toute l'entreprise. Et on voit clairement qu'ils bloquent en 0,8 secondes la tentative de phishing en identifiant que le contenu du mail ne va pas, etc. Donc le phishing n'arrive même... Le scoring derrière pour déterminer si... C'est quoi ta priorité par rapport à tous les dangers et quel tag il a mis? D'accord. Est-ce que c'est du phishing? Est-ce que c'est... Mais il te l'affiche quand même? Parce qu'il te l'affiche quand même. Il te le met pas dans ton indésirable. Ah non. Non, tu le vois côté admin, en fait, dans l'agent Defender. Dans l'agent Defender, tu vois qu'il a bloqué une tentative de mail, tu as la liste, et ça te dit comment il a analysé tout le mécanisme de pensée, la probabilité qu'il a identifié, etc., et le tag qu'il lui met à la fin. D'accord. Donc, ça, c'était les 3 premiers agents. Il y a eu Workforce Insights. Ça, c'est un agent pensé pour les managers, où tu peux, du coup, demander à faire des OKR, des plans de staffing, ce genre de choses. Il y a People Agent. Alors, lui, point d'interrogation, parce que la description, ça ressemble beaucoup à Skills Agent. C'est pour trouver des gens dans l'entreprise par rapport à leur savoir-faire, leurs skills, etc. La maîtrise de compétences. Ouais, mais je pense que... Alors à voir, mais peut-être qu'il va remplacer Skills Agent, ça se trouve, parce qu'il fait la même chose Skills Agent en théorie. Je cherche un mouton à 5 pattes qui fait... qui avait trouvé du coup. Du vibe working, plus du vibe coding depuis 8 ans. Est-ce que tu peux me le donner? Il y a le Learning Agent qui est très intéressant. Et ce qui est intéressant avec Workforce Insights, People Agent, Learning Agent et les 3 agents Copilot là, c'est qu'ils utilisent le Work IQ. Donc typiquement, le Learning Agent, lui, il va être spécialisé dans te proposer une montée en compétences dans ta veille, dans ta formation, mais basé sur toi, tes préférences et ton contexte de travail. Ça, c'est intéressant. Sympa, là. Oui. Il y a un Sales Development Agent, donc qui est une évolution du Sales Agent qui va te permettre de faire de la prospection commerciale et de la stratégie commerciale en te connectant sur Salesforce et Dynamics. Tu as SharePoint Admin Agent, celui-là, je l'attendais. Ça va te permettre de gérer ton administration SharePoint. En fait, ils ont pris des fonctionnalités de SAM, donc de SharePoint Advanced Management, pour tout ce qui est audit, reporting, stockage, suppression, archivage de SharePoint. Donc tout ça, l'agent peut s'en occuper. Il va te faire ta gouverne en charge, en fait. Alors, ouais, mais il te sort des métriques et des KPI intéressants qu'aujourd'hui, en standard, l'admin SharePoint te montre plutôt pas. un assistant, lorsque tu repenses ta gouv, tu te bases sur lui. Faire du nettoyage, faire de l'audit. Faire de l'audit plutôt. Ouais. Et il y a le Teams Admin Agent qui est l'homologue côté Teams. Donc ça, c'était le mode agent, du coup. Le mode agent. Donc le mode agent, il a été introduit en début d'année côté Excel. Alors, c'est les nommages. Le mode agent, en gros, ça vient répondre à un problème. C'est qu'aujourd'hui, quand tu utilises Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, tu t'en sers de 2 manières. Soit pour créer des choses, soit pour interroger. Fais-moi un résumé, etc. Ce qui est énervant, c'est que des fois, quand tu as envie juste de compléter une slide ou un document avec un template déjà tout fait, Copilot ne sait pas faire ça. Parce que quand tu lui demandes de générer des choses, donc tu te mets dans la portion, donc il te génère la chose, mais tu es obligé de faire prompt par prompt pour pas qu'il te casse ta mise en page. Ou quand tu es dans le chat et que tu discutes un peu plus longtemps, tu peux cliquer sur insérer, mais il t'insère ça en mode brut sans comprendre le document dans lequel il est en train de travailler. Le mode agent, au final, c'est faire en sorte que Excel, donc c'était ça au début, se comporte comme un agent, donc il est conscient qu'il est dans Excel et qu'il a ses compétences, il sait ce que c'est la feuille, etc. Et toutes les données, tous les calculs qu'il est en train de faire, il sait qu'il doit les intégrer. Globalement, s'il y a des cases à remplir, il va les remplir. Exactement. En respectant le masque, en intervenant comme toi tu le ferais finalement pour alimenter. C'est comme si on faisait une coédition, toi et moi, et tu es conscient en fait de ce sur quoi tu es en train de travailler visuellement. D'ailleurs, dans la démo, tu le vois, il est en coédition. Oui. C'est-à-dire, c'est fou. Et alors, qu'est-ce qui fait que c'est devenu possible subitement, comme tu l'as dit, Kevin, tout à l'heure, au début, c'était naze, que ça faisait. On l'a vu, les derniers mois, on a vu le Python. Ça te parle, Python? Oui, on a vu le Python arriver
derrière dans Copilot 365, dans les agents. Et Python, il a des librairies exceptionnellement puissantes pour manipuler les documents du pack office. Et en fait, techniquement, pour ceux qui ont envie de comprendre pourquoi tout d'un coup on est passé de je suis incapable de faire mieux qu'un bloc-notes dans Word ou de faire juste un mot dans du PowerPoint à faire tout ce que décrit Kevin, c'est aussi par tous ces mois de testing toute cette année à tester les librairies Python à l'intérieur des agents, ça rend ces scénarios fous parce que c'est capable d'éditer ces fichiers Excel, Word en live, parce qu'il faut aussi rappeler aux gens, Excel, Word et compagnie, ce n'est plus des fichiers, des espèces d'exécutables comme il y a 20 ans. Ce n'est qu'un fichier Word ou zip, justement un fichier Word ou Excel, ce n'est qu'un zip avec de l'XML à l'intérieur. Et donc, faire cette modification, oui, techniquement, tu le renommes en zip, ton Excel, tu peux l'ouvrir, hein, c'est très drôle. Et du coup, c'est ça qui rend la beauté du geste possible. Et on se dit, là, c'est bon, les portes sont ouvertes à faire de la folie. C'est avec ça. C'est marrant, c'est Kevin, ça me rappelle un cas client qu'on a eu la semaine dernière où il y avait un Word et le client disait mais on ne pourrait pas remplir juste cette partie-là, en gros mettre les noms des personnes participantes. Un client qui m'a demandé ça il y a aussi 2 semaines, 3 semaines. Et on disait non, parce que si on n'est pas à l'origine de la génération du template, c'était un peu ça notre réponse, et que vous l'avez généré via une autre IA en l'occurrence qu'ils utilisaient, on va être bloqué. Non, là ils ont généré via l'autre IA le template qu'ils avaient. Par contre, il leur manquait des informations à remplir de manière intelligente dedans. Vu qu'ils l'ouvrent dans Word, avec ton agent Word, tu peux répondre à cette problématique. Du coup, c'est disponible dans Word et PowerPoint. Enfin, ça sera disponible dans Word et PowerPoint. Plus d'Excel, c'est l'été. Oui, c'est coming soon. Voilà, le seul point d'interrogation là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, l'agent mode, pour qu'il fonctionne dans Excel, il faut activer l'expérience anthropique. Alors, attention, ne raconte pas, c'est ma partie. Non, aujourd'hui c'était ça, mais du coup, peut-être il y a une lueur d'espoir pour le marché européen, mais Kevin en parlera. Donc ça, c'était la dernière partie. Et puis, j'ai pris deux nouveautés en vrac comme ça qui sont sympathiques. Il y a le mode Copilot dans Edge. C'est une fonctionnalité qui a été annoncée de côté Copilot public. En gros, là, cette fois-ci, de manière sécurisée dans un contexte de travail, dans Edge, avec plusieurs onglets, Copilot pourra raisonner sur différents onglets qui ont été ouverts. Et l'autre dernier coup de cœur, c'est... Tu pourras lui dire, est-ce que ces 256 onglets que j'ai laissés ouverts, est-ce qu'ils ont du sens? Est-ce qu'ils ont du sens? Et la dernière nouveauté, c'est... Bien sûr, parce on ne vise personne dans l'équipe qui aurait 200 onglets. Et la dernière nouveauté, c'est Sora 2 qui débarque dans Create, donc pour la génération de vidéos. Aujourd'hui, il prenait soit des vidéos issues de banques vidéo Microsoft, soit à partir d'un slideshow PowerPoint. Là, il va être capable de générer des vidéos de toutes pièces avec Sora. Et Sora va être fou dans le cas de l'entreprise, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que Sora, nous, on y a eu accès en test, Kevin et moi, en alpha il y a un petit moment, et ce qui est dingue, c'est qu'on a la possibilité d'un côté réseau social dans Sora, où, entre guillemets, quand tu vas taguer, et quand un collègue ou une personne que tu connais peut t'autoriser à l'utiliser, elle et son image, dans les vidéos que tu fais. Alors ça, ils n'ont pas précisé sur Copilot. Voilà. Non, ils n'ont pas précisé. Mais moi, je te donne juste, parce que ça, c'est quelque chose qui est visible. C'est de la bêta publique. C'est pas une info secrète. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que dans les vidéos qui vont être générées en entreprise, par exemple le marketing ou autre chose, on peut se dire peut-être que demain, les collaborateurs qui donneront l'autorisation au-delà du droit à l'image photo qu'on donne en entreprise, tu peux donner peut-être ton droit à l'image Sora, mais que tu dois le faire depuis ton Sora. Et du coup, tu vas ensuite faire générer des vidéos avec tes collègues, etc. Donc ça peut ouvrir des scénarios super intéressants. Je vais c'est bon. Alors non, mais juste aussi pour conclure cette partie M365, la partie Sora, pas de surprise, on l'avait vu arriver sur Foundry. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Non, mais en l'occurrence, tu as raison, ça a été annoncé dans les blogs, mais on l'avait côté Foundry, on se doutait bien que ça allait arriver à un moment. Ce qui était intéressant, c'est que toujours dans ce côté démonstratif, ils ont fait l'exercice de faire la démo en 6 minutes. Là. Ils ont lancé un chronomètre et l'équipe de Microsoft a dit, alors leur challenge c'était de dire Jetson nous a demandé de livrer 20 000 t-shirts, alors c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait 20 000 personnes. C'est mieux, c'est petit mangeage de mots. Et du coup, avec des t-shirts Copilot, du coup. Je vais y arriver. Nico, je t'aime pas dans ces moments-là en plus avec ton rire communicatif. Et du coup, ils ont dit comment est-ce qu'on réagit à une urgence comme ça avec. Moi, je te regarde. Messieurs, aidez-moi à m'en sortir. Comment est-ce qu'on fait pour livrer 20 000 t-shirts comme ça qui n'étaient pas prévus à 20 000 personnes?
On l'a, notre deuxième. Voilà. Et voilà, vous savez. Et du coup, ils avaient 6 minutes pour répondre à ce problème logistique. Donc, de comment est-ce que je fais pour passer commande, à prévoir la logistique et aller jusqu'à la livraison, et le mail pour dire je passe commande en fait sur ce devis de 20 000 t-shirts pour 20 000 personnes. Exactement. C'est bon. Et du coup, non, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on sentait que c'était du live parce qu'ils ont pris un petit coup de pression quand même. De temps en temps, ça checké le chrono. Alors même si c'était semi-scénarisé, etc., tu avais ce côté où ça regardait un peu le chrono. Et donc voilà, ils ont fait un exercice de style de l'entreprise qui doit vite réagir. Full agent copilote, globalement, c'était ça, hein, la nouvelle expérience agentique, d'aller lancer la demande, vérifier dans les stocks via Excel, via les diagrammes, en gros, est-ce qu'il va me rester des stocks? L'agent, à un moment, mettait un gros yes en vert, tu peux y aller. D'envoyer une demande, une réponse par mail, et tu avais une expérience complète. De bout en bout. Je trouvais ça original, là, encore une fois. C'est au-delà un peu de l'effet démo, c'est l'effet réactionnaire dans un cas de crise, etc. Et à la fin, ça s'est fini par une personne qui arrivait avec les cartons de t-shirt en disant c'est pour ici la commande. Donc voilà, une belle illustration qu'on a eue sur la partie Microsoft 365. Si on passe à la partie Copilot Studio pour enchaîner, Romain, qu'est-ce qu'on a eu dans les annonces? Qu'est-ce qu'on retient de cet Ignite 2025? Alors, on en a déjà commencé à en parler dans la news précédente, mais on va un petit peu récapituler, surtout qu'on sait qu'il y a des gens qui regardent que certains chapitres. Donc la grosse news qu'on attendait nous beaucoup côté Copilot Studio, c'était justement ce sujet que quand on pose des questions à un agent, on a envie que cet agent, globalement, il aille plus loin que de faire de la recherche ou du raisonnement, mais qu'il tienne vraiment compte du contexte. Et donc la grosse news, c'est ce que Microsoft appelle l'IQ, dont tu as parlé, Kevin, donc le Work IQ, entre autres, qui va être accessible. Donc ce Work IQ, on a le graphe qui donne accès à des documents ou à des informations. Donc pour rappeler, c'est ce qui fait que, par exemple, quand on fait un agent Copilot Studio, le développeur à qui vous venez de créer un compte dans l'entreprise qui teste votre agent n'a absolument pas les mêmes réponses que la cible de l'agent qui est le référent en documentation, parce que le référent en documentation, son graphe est construit par rapport à sa proximité documentaire. Ce n'est pas le cas du gentil consultant qui vient de débarquer depuis 3 heures. Et du coup, on va rajouter, donc avec ce Work IQ, des notions, des gros mots qu'on a commencé à parler, de champs lexicaux, de glossaire, de contexte, d'ontologie, d'inférence. Là, ça y est, je crois qu'on peut gagner au Scrabble avec mamie dimanche. Mais l'idée, globalement, c'est que tout ça arrive. Et forcément, Copilot Studio, ses requêtes étant basées sur Copilot, ce que fait Copilot 365. Donc, je pense que ça, ils ne l'ont pas dit, mais Copilot Studio, de base, il n'a pas tout ça. Si tu as une licence Copilot 365 dans ton tenant, tu as accès aux sémantiques. Donc, je pense que la petite astérix à la fin de la présentation, c'est tout ce qu'on vient de raconter là ne sera vrai que s'il y a au moins une licence Copilot 365 dans le tenant. Je pense qu'on va avoir cet astérix à quelque part sur une page Microsoft. Mais voilà, globalement, qui n'a pas au moins une licence Copilot 365 de nos jours, voyons. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va avoir cette ontologie, ces services. Mais tout va pas se résumer à Copilot Studio ou aux agents et à l'IA, parce que souvent, je traite beaucoup. Il y a eu d'autres news, même si vraiment tout est toujours saupoudré d'IA un peu partout. Et la première chose, et je vais regarder l'écran en même temps parce que je vais la commenter, on va regarder côté Power Platform. Donc, côté Power Platform, en fait, ils vont faire ce qu'on appelle une expérience unifiée, en fait, justement de l'agent. Et je pense que tu t'es mélangé les vidéos complètement. Le bon logo. C'est pas la bonne vidéo. Je voudrais dire qu'on n'a pas du tout préparé. Si. Petit problème de régie. La gauche, c'est la bonne dans l'aperçu. Oui, donc c'était la première. Et il y avait un lien de vidéo avec. Exactement. Heureusement qu'on n'est pas en direct et qu'il peut couper. Ça coupe au montage, oui. Oh non, tu connais la règle. Surtout pas. Voilà. On laisse, monsieur. Tout est parfait, quoi. On est bon. Reprend. La vidéo. Et donc, dans cette vidéo, on voit quelque chose qui est déjà connu, qu'on appelait Plan, qui permet de mettre des prompts, en fait, et qui permet de demander à construire une application. Donc, à ce niveau-là, on peut se dire pas de surprise. Mais si, la surprise, on la voit déjà. Déjà, là, on voit de la coédition et on voit des agents. Alors qu'à la base, j'ai posé un texte pour commencer à construire une application. Et en fait, on voit le code apparaître. On va le voir même du code éditable. On va voir justement comment on a de l'interaction entre la gauche et la droite. Donc, on n'est plus sur un agent à qui je donne un prompt. Et globalement, je subis. Donc là, on a ces notions de vibe coding qu'on a vu arriver dans d'autres outils, d'autres agents Microsoft. Là, on voit bien le logo en haut à gauche. Je suis dans Power Apps. Je ne suis pas dans un agent builder ou quelque chose comme ça.
Et je construis tout. On va le voir, il va construire le modèle de données. Ça se rapproche pas mal de l'expérience que tu as sur GitHub, en fait. Et c'est un peu lui qui est derrière. On rappellera qu'il y a quelques mois, on a parlé de GitHub comme contrôleur de source de Power Apps. Quelle surprise, il y a un lien entre les deux. On ressent l'expérience de co-editing, etc., que tu as retrouvé. Exactement. En fait, c'est fou. Toutes les news Microsoft qu'on a présentées ici depuis 1 an ou 2, elles se relient, elles ont un sens. La vérité est donc là. Et oui, on le voit dans la vidéo, on le voit. On va aussi bien manipuler de la base de données relationnelle, qui au passage marche très bien avec les agents, mais ça on y reviendra dans une autre émission. Voilà, on le voit vraiment construire, on le voit éditer, et surtout on va le voir à la fois travailler dans l'agent et travailler dans l'application ou le code. Et c'est pour ça que moi je rebondis beaucoup sur ce que tu disais tout à l'heure, Kevin, sur quand tu parlais des agents qui te permettent en live de modifier du Word, du Excel sans passer par les vieilles générations. En fait, on l'a partout. On a une vraie expérience unifié de Vibe Word, Vibe Excel, Vibe Apps. Et voilà, et on le voit faire des trucs assez cool. Donc là, tu es dans la Power Platform. Ouais, c'est marqué. Alors d'après ce qui est marqué en haut à gauche, ça j'ai pas encore joué avec pour de vrai moi-même, mais d'après le logo en haut à gauche, je peux croire que je suis dans Power Apps et j'ai envie d'y croire. Voilà, mais globalement, voilà, on le voit vraiment avancer et c'est super intéressant. Là, on le voit, voilà, il fait du glisser-déposer, il fait de la modif. Moi, la question que je me pose, suis-je encore dans la techno Power Apps que j'ai connue, ou est-ce que c'est comme celle d'Agent Builder et en fait, ils ont tout remplacé par du React? Parce que ça, c'est voilà. Agent Builder, oui. Apps Builder, pardon, Apps Builder, parce qu'il y a d'autres technos, voilà, comme l'Apps Builder, etc., qui sont dans d'autres visuels. Justement, tu arrives là-dessus. App Builder, c'était une des annonces. Oui. En quoi elle se différencie de ce qu'on vient de voir à l'instant sur la partie Power Apps? Et donc, oui, ça rejoint. Donc, je viens de prononcer des mots dont je n'ai jamais parlé dans aucune émission. Là, on vient de parler du vibe coding dans Power Apps. Et justement, j'ai commencé à parler de React, un autre langage que je n'ai jamais parlé en Power Apps dans les émissions. Parce que oui, il y a, pour les gens qui ont Copilot, et quand on dit toujours Copilot, donc Pro, la version 3.6.5 payante, ils ont des nouveaux agents qui sont apparus, et donc un qui s'appelle l'agent pour les workflows, et un qui s'appelle donc Apps Builder. Et voilà. Exactement. Et donc Apps Builder, qui était en pré-version frontière encore il n'y a pas longtemps, et donc il est toujours bon, il est très frontière, très test. Je sais qu'il y a des agents ou des gens qui vont dire oui, c'est discutable. On a joué avec, et en fait là c'est complètement différent. Donc là on est dans Copilot 3.6.5, donc on est dans Teams globalement, ou dans son portail. On met un prompt, on crée une application. Mais là attention, il n'y a pas de logo Power Apps. On est dans une expérience Teams. C'est un agent. C'est un agent à qui vous promptez, avec qui vous discutez. Et quand on soulève le capot, on voit que c'est pas la techno de la Power Platform derrière. Globalement, le code qui est dedans, c'est du React. Okay. Et du coup, ça me fait me poser la question quand je vois la nouvelle expérience qu'ils ont montrée. Est-ce que Power Apps va rester sur la techno Power Apps qu'on connaît? Ou est-ce que Power Apps va être remplacé par du React à un moment ou à un autre? Je vais remettre, et c'est extrêmement intéressant, je remets un peu de concept dans tout ça pour ceux qui peut-être découvrent un peu ce monde-là du low-code et puis du no-code. Alors déjà, quand on parle de frontières, ce sont, quand vous avez activé sur votre tenant, le fait d'avoir tout ce qui est encore en bêta, mais que Microsoft nous autorise à tester, un petit peu en version qui peut être buggée, etc., voilà, en avant-première. Donc c'est un peu les expériences développeurs historiques qui existent maintenant dans le monde Microsoft 365, Power Platform, etc. C'est ça quand on évoque frontières, vous le voyez souvent à l'écran d'ailleurs sur les screens de Microsoft lors des conférences, ils sont tous marqués frontières. Frontière veut dire vraiment, je pense que la meilleure traduction que moi j'ai, c'est avance de phase. Quand ils disent une frontière firme, c'est une entreprise en avance de phase et les features en frontière sont en avance de phase. Le sujet que tu viens d'évoquer, Romain, avec l'App Builder, alors on pourrait se dire, il n'y a pas eu tant d'annonces sur la Power Platform, et pourtant là, c'est des choses assez structurelles sur ce que pourrait devenir la Power Platform. Et on est aujourd'hui dans l'ère, on en a peut-être déjà un peu parlé dans les autres épisodes des Têtes dans le Cloud, mais du dit vibe coding. Le vibe coding, c'est le fait qu'on puisse, à base pure d'IA générative, aujourd'hui développer de l'application sans avoir, alors idéalement en ayant des compétences de développement, et c'est là, je pense, où l'expérience est la plus forte, mais on a un peu cette école aujourd'hui du no-code qui dit, regardez, j'ai mis une start-up et un éditeur complet en ligne grâce à purement l'IA générative qui m'a aidé à tout coder et qui m'a aidé à déployer. C'est un peu cette logique de l'école du vibe coding. On fait des choses qu'on n'était pas capable de faire grâce à l'IA générative. Et donc, du coup, c'est un peu en train d'arriver avec cet agent App Builder qui nous permet... À l'époque, c'était un peu comme le Copilot Power BI. On avait l'IA qui nous permettait de faire des petites Power Apps. Là, on a
et c'est pour ça que tu appuies sur le React, un agent qui nous permet de faire des apps, low-code, no-code du coup, parce que finalement, c'est juste avec le prompt que je fais que ça me génère l'applicatif. Et j'ai un applicatif qui, alors sur mon perso, sur mon copilot perso, ça te fait un vrai truc local. C'est ça. Avec des choses qui ressemblent un petit peu à Power Apps fortes que tu avais dans Teams en local, c'est-à-dire pour l'instance au début, donc avec des limitations qui sont c'est créé par le user, pour le user, dans son environnement local, donc le jour où le user y part, on perd l'application, mais on parle d'un truc en frontière, et j'ai envie de dire Power Apps au début... Par suite Teams, c'était pas mieux en fait. Hein. Exactement. Et ce qui est intéressant malgré tout, c'est que là, on est vraiment sur du low-code. Du no-code. Pendant des années, on s'est dit, voilà, ne parlons plus de no-code parce que avec la Power Platform, on est plutôt sur du low-code. Microsoft eux-mêmes avaient arrêté ce terme. On avait d'ailleurs fait une émission là-dessus où on avait dit... D'ailleurs, moi, je disais souvent dans les émissions, puis même je disais dans les émissions, je dis, moi, ça me gêne de parler de no-code, low-code. C'était no-code / low-code que disait Microsoft en parlant de la Power Platform. Parce que la Power Platform, oui, c'est du low-code. Il y avait du PowerFX dans tous les sens, etc. J'avais même nommé le langage. Il y avait quelque chose. Et par contre, vraiment destiné au vrai, ce qu'on appelle citizen developer, avec développeur qui pesait plus lourd que citizen dans la phrase. Et qui finalement aujourd'hui c'est un métier de faire du citizen development ou du développement d'applications Power Apps. Donc on est dans le low code. Microsoft là avec les app builders, on revient dans du no-code, et en fait, si on compare, on regardera les démonstrations d'un app builder no-code, c'est du prompt qui génère à l'écran des applis, on sait techniquement que c'est du React, et quand on regarde la vidéo que j'ai montrée là, on était dans Power Apps, en vibe coding, mais attention, on était en vibe coding où, comme dans un Visual Studio, je pouvais à la fois modifier mon écran et faire modifier et corriger l'agent. La grosse différence... C'est ce qu'on voit à l'écran, là, vibepowerapps.com. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est la grosse différence quand no-code App Builder, tu es en vibe coding, no code, tu ne peux rien modifier. Là où Power Apps, comme tu le vois d'ailleurs dans l'URL, vibe, Power Apps, etc., c'est vraiment du low code assisté avec un agent, et à tout moment, on le voit d'ailleurs à un moment, je crois, ça peut être un peu long de retrouver la vidéo, mais on le voit, il met en pause, et il y a écrit pause. Le développeur, ou là, en tout cas le citizen, intervient, et le déroulement de l'agent reprend. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va du coup pouvoir garder à la fois la puissance de la personne qui sait faire et l'aide de l'assistant. Et donc finalement, on est peut-être en train de rejoindre nos amis du développement sur mesure qui eux-mêmes sont des plus gros consommateurs de l'IA pour produire du code. Parce qu'avant même de faire du Copilot 365, il y avait les assistants de code qui marchaient très bien et on est en train de les avoir. Et donc toute l'interface là-dessus va évoluer. Donc je pense que c'était assez intéressant. Donc pour résumer, deux types d'expériences. Celle toujours d'enterprise at scale dans la Power Platform, de choses que je vais pouvoir partager, avoir cette logique de citizen dev, etc. Parce que je vais utiliser l'IAGen pour faire du vibe coding. On va reprendre ce terme, désolé. Oui. Et c'est un peu le terme du moment sur le marché. Donc, cette capacité à développer rapidement de l'applicatif grâce à la GenAI dans l'écosystème Power Platform. C'est la première expérience que tu nous as présentée. La deuxième, du coup, c'est l'App Builder. Là, on est plutôt dans Teams ou avec son Copilot. Et du coup, on a ce côté de faire des apps perso, globalement, avec la Builder. Mais qu'on peut partager. Ou le no-code, qu'on peut partager. On peut partager. C'est ça. Tu viens de casser ma synthèse, Kevin. Non, tu peux les partager. En fait, tu peux partager, mais l'idée, c'est que pour que ça soit utilisable, il faut que les personnes à qui tu partages ont une licence à Copilot. Okay. Et la manière dont Microsoft le pitch, c'est pour des applications qui sont très restreintes en termes de périmètre. Ça me rappelle, vous vous rappelez, on avait fait une news sur GitHub Spark. À un moment, GitHub avait annoncé justement ces petites apps très rapide à sortir, là, il y a un an. Je me souviens. Globalement, il te montrait comment tu faisais un petit jeu rapide ou la liste des courses, etc. Finalement, c'est ce qu'on retrouve ici avec l'App Builder. C'est la même logique. Un peu la même logique de ces apps. On ne sait pas si c'est du full front ou pas, en tout cas du full JS. Non, on verra, et puis ça va évoluer. On creusera. Mais du coup, on va passer, parce que j'ai 3 news majeures quand même. Vas-y, Romain. Et la suivante, c'est sur la partie MCP. Et en fait, c'est que aujourd'hui, donc le MCP, pour ceux qui découvrent, Model Context Protocol, la grande star de l'année 2025 dans le monde de l'IA et de la construction, en tout cas, de flux ou d'agents
à l'intérieur, ce modèle contexte protocol. Qui est l'équivalent de l'API pour les applications, mais pour les agents. Voilà, mais pour vulgariser, c'est qu'un modèle contexte protocol, c'est le catalogue de la redoute que tu interroges en langage naturel pour faire travailler des outils derrière, là où avant l'invention du MCP, un développeur devait consommer ce qu'on appelait des services web, donc des API. Sauf que là, un serveur MCP qui s'expose, c'est le catalogue, d'un catalogue produit dans lequel tu poses la question en langage humain et il va utiliser en fonction de cette question-là tous les outils dont il a besoin pour répondre à ton besoin. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on l'a sur beaucoup de la donnée, de la data, un peu de source de connaissances. Et la petite révolution qu'ils ont montrée, c'est que c'est la partie Power Apps MCP, en fait, qui va nous afficher à l'écran sur la petite capture. Là où il y a la souris, parce que j'ai pas eu le temps d'entourer en rouge, mes excuses, c'est que pour ceux qui ont les meilleurs yeux, ils ont reconnu un logo mauve. Ce logo mauve est celui de Power Apps. Et donc, il y a marqué Power Apps MCP Server. Alors qu'on se disait, mais attends, quand je veux faire un agent sur une application Power Apps, je prends n'importe quel agent et puis je vais le faire travailler sur les données de mon appli. Si c'est une base de données, je mets un MCP Dataverse. Si c'est du SharePoint, je mets un connecteur SharePoint. Quelle est la révolution? La révolution, c'est qu'en fait, ce serveur MCP voit l'application comme un tout. Voilà. Et donc, en fait, on a un serveur MCP qui va interroger pas, je prends une interrogation vers une base de données ou vers une source de données. Non, j'expose toutes mes applications Power Apps faites dans mon tenant sont potentiellement vues comme étant un de ces éléments du fameux catalogue. Par un agent. Voilà. Du coup. Donc je lui dis, j'ai telle application et lui derrière, il va se débrouiller. C'est plus ton souci. Avant, tu dis, attends, je veux faire un agent sur une appli. C'est quoi? C'est du Dataverse, c'est du SQL, c'est quoi derrière? Il me faut mes connecteurs. Là, je fais... J'ai une solution, alors je me doute bien qu'il va y avoir quelques prérequis qu'on ne connaît pas. Je suppose que l'application en question doit être packagée dans une solution. À mon avis, ça c'est le prérequis qu'on va voir dans l'Astérix. Parce que si c'est dans une solution, on sait qu'est-ce qui est utilisé par l'application et à partir de là, on peut générer un serveur MCP. Je rappelle au passage que souvent quand on expose un serveur MCP, on expose toutes les actions possibles sur ce serveur. Et on a la capacité, des fois, de désactiver ou d'exposer ou non des actions. C'est une des nouveautés des derniers mois. C'est que justement, c'est que la plupart des technologies de serveurs MCP, comme je dis, c'est un catalogue qui expose beaucoup d'outils. Et en effet, ça fait quelques mois maintenant qu'on a ça côté Copilot Studio, côté agence. C'est on a un petit toggle. Et on choisit les outils qu'on utilise. Exactement. Moi, j'en suis très content parce que ça m'a permis de mettre en production des applications où j'ai des serveurs MCP sur des bases de données. Avant, c'était non parce que j'avais les accès d'écriture, même si ça ne bypassait pas les droits de l'user. On n'a quand même pas envie de laisser un outil qui essaye d'écrire pour que derrière, ça fasse chaos technique. Donc là, globalement, on fait les choses propres. On met que les petits toggles qui vont bien, que les petits outils qui vont bien. Et donc ça, justement, c'est ce que j'apprécie beaucoup là-dedans. Donc on a une petite démo vidéo qui montre globalement comment ça marche. Donc c'est assez bref, mais voilà, on va aller voir globalement dans un agent Copilot Studio où ils vont chercher à consommer leur outil. Donc là, ils nous ont fait des petits effets de lumière. Voilà, mais globalement, on va dans les outils, comme d'habitude. On va sur le filtre des serveurs MCP. On voit ce petit bouton Apps, pardon. Et on retrouve globalement... il y a des choses qui va chercher des données comme des choses un peu plus évoluées liées à l'application. Donc c'est assez intéressant. On n'a pas eu trop de détails encore là-dessus. Mais je pense que c'est un vrai potentiel et on va pouvoir vraiment s'amuser parce que faut rappeler une chose, c'est que ces serveurs MCP, j'ai dit qu'ils sont interrogeables via prompt, c'est-à-dire via la question de l'utilisateur. Mais aussi, il faut savoir que quand on fait des agents nous-mêmes et pas comme on fait des agents dans Copilot 365, on peut faire des choses cachées. Et on met des instructions ou on met des actions ou même des workflows qui sont prévus en fonction de certaines situations. Donc, on éduque l'agent de se comporter d'une façon en fonction d'une question utilisateur. Et donc là, on peut trop bien dire, utilise telle application avec tel outil du serveur MCP de l'application quand telle situation apparaît. Donc, par exemple, un email arrive. Par exemple, c'est simple. J'ai une application qui gère des données, application de ticket de support. Voilà. Aujourd'hui, on sait faire des agents autonomes. Un email, il arrive. Je sais que j'extrais les informations, je passe les détails et je vais les mettre dans mon application. Mais les mettre dans mon application de ticket de support, c'est le connecteur qui me donne les droits d'écrire dans l'application de support. Là, je peux me dire que si mon application de support, globalement, ça va automatiquement me mettre en place tout ce qui va bien pour qu'on le voit dans le petit exemple. Create Request Assistance, c'est ça. C'est-à-dire, mon application, elle est là pour faire des Request Assistance, je vais dire en anglais. Et globalement, je vais juste utiliser cet outil et tout le reste derrière est encapsulé. J'ai plus à vraiment me poser cette question, où est ma base, où est ma donnée ?
comprendre comment marche l'outil. Ce niveau d'abstraction est intéressant parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre l'use case et pas apprendre une nouvelle technologie. Enfin, pas en tout cas quand je suis en train de développer payant. Et du coup, toutes ces choses-là dont on a parlé donc de ces serveurs MCP, de ces applications, et tu m'as parlé App Builder, etc. Et des questions qui se posent, c'est et ma gouvernance dans tout ça. C'est quoi ce bazar? Je vais en avoir partout des applis. Et bien justement, Microsoft, ils nous sortent donc des nouveaux écrans. Tu peux montrer celui-là et après, je crois que j'ai une vidéo qui va être disponible. En fait, là, c'est assez centré, mais globalement, on a plein de nouveautés pour le Power Platform Admin Center, le célèbre PPAC, le PPAC, comme certains disent dans les milieux autorisés. Et globalement, en fait, c'est lié à une autre notion qu'on appelle le Agent 365, et qui, globalement, en fait, on a une vision beaucoup plus élevée de ce qui va se passer dans le tenant. Alors, je vais le centrer dans des vidéos et dans des exemples liés aux agents, mais en fait, la première capture d'écran qu'on montrait à l'écran, on le voit, c'est toute la vision Power Platform qui est revue avec des notions d'inventaire. Alors, c'est vrai que pour le moment, ce que nous, on a accès en public preview, j'ai des inventaires, je peux faire 2-3 filtres. Mais ce qu'on a vu en démonstration, surtout, et là, ce que je vais dire est aussi vrai que ça soit pour les agents ou les applications, on le voit, par exemple, analyser le contenu. Par exemple, on le voit dans un agent, il regarde ce que fait l'agent, il regarde les datas de l'agent, donc c'est aussi vrai pour les applis. Et en fait, en fonction des datas, en fonction des flux, en fonction, par exemple, ils nous ont montré un exemple, on voit un flux qui n'utilise pas les credentials, donc le login mot de passe du user en cours, parce qu'il faut savoir qu'en Power Platform, de base, la majorité des choses s'exécutent en tant que la personne qui est en train d'utiliser l'agent ou l'application. Ce qui évite, permet de sécuriser, c'est tout le modèle Microsoft et sa puissance. Mais un développeur peut forcer, par exemple, à utiliser le login mot de passe du développeur à un moment, ce qui est un risque de sécurité. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues qui sont détectées. Donc par exemple, on voit vraiment une évaluation du contenu, et puis on voit aussi où sont stockées les choses, comment elles vont ensemble. Et on va passer un tout petit peu de temps là-dessus, Romain, parce que tu as évoqué le Agent 365. Et il faut qu'on en parle de lui. 365. Exactement, il faut qu'on parle de lui. Donc c'est important de se poser là-dessus, parce qu'on ne l'a pas annoncé. Il est assez transverse, donc on va en parler tout de suite pour expliquer ce que c'est. Alors, je ne sais plus si on avait un screen d'ailleurs. J'ai une vidéo qu'on avait préparé. Normalement, j'ai mis une vidéo. Donc, l'agent 365, ça va être un agent plutôt admin/gouvernance. Côté Microsoft 365. Pas tout à fait. Un agent, en fait, c'est la partie gouvernance des agents qui est déportée et dédiée dans le portail M365. Voilà. Pardon, c'est vrai. Ouais, en fait, ce qui se passe, pas un agent, tu as raison. Aujourd'hui, dans le portail Microsoft 365, il y a une rubrique Copilot. Et à l'intérieur, il y a une partie agent. La partie agent, aujourd'hui, elle est assez sommaire parce que c'est juste un listing de tous tes agents. Donc, ils sont issus soit des éditeurs, soit des tiens, de ton organisation, soit ceux de Microsoft. Mais c'est assez limité. Et là, comme on parle de plus en plus d'agents, systèmes multi-agents, d'agents venant de plateformes externes, de Azure, par exemple, eh ben c'est très limité. Donc là, l'agent 365, c'est le menu. Antoine, tu regardes sur mes slides, sur les images. Attends, juste 2 secondes. C'est dans les images, tu cherches celle où il y a des gros ronds. Non, pour aider. Alors, du coup, ils sortent en fait le menu agent du menu Copilot en agent 365. Donc, en gros, ils vont faire le listing de tous les agents. Ouais. Ça va te donner la possibilité de voir quels agents sont utilisés, sur quelle plateforme, en fait, depuis quelle plateforme elles ont été publiées, etc. Donc, c'est multi. Donc, ça, c'est important parce que sur les exemples que l'on voit là sur le screenshot, on voit du Google, des agents Google, des agents Microsoft, des agents autres. Et dans l'organisation. Donc, globalement, Microsoft se positionne tout de suite plus largement que juste sur l'écosystème Microsoft 365. C'est une espèce de tour de contrôle des agents et qui fait plus que, du coup, tu le disais, les lister. Ce qui est puissant, c'est qu'ils vont plus loin dans tout ce qui est permission. C'est lié à Entra, Purview et Defender. Voilà. En fait, ils veulent éviter tout ce qui est risque de ce qu'ils appellent, ce qui va arriver à terme, les shadow agents. Et tu te retrouves avec des agents qui ont accès à un peu trop de choses, avec un peu plus de droits, surtout qu'il y a du work IQ. C'est pas parce que et tu sais pas. Ouais. Et donc, tu peux voir exactement les autorisations. Là, tu sélectionnes ton agent, et sur la partie droite, tu vois ce qu'il a le droit de le faire, les sources auxquelles il a accès. Tu peux bloquer, limiter. Les permissions qu'il a le droit, c'est ça, les sources en termes de les flags Purview qui sont remontées, c'est ça. La fréquence d'utilisation de ces agents, est-ce que c'est une fréquence anormale d'utilisation ou pas?
tu peux bloquer le nombre de users qu'ils consomment. Enfin, c'est assez fou en termes de monitoring des agents. On en a beaucoup parlé ici. On dit agent, mais c'est aussi vrai pour les apps. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils élargissent ce concept. En fait, c'est le début. Ce qui va arriver très vite, c'est la partie Agent 365, et c'est ce qu'on voit aussi. Et ce qui va, quand tu parlais justement de la partie Purview ou protection de la donnée, c'est qu'en fait, ils ont rajouté aussi une notion que tes agents, tu vas pouvoir les déclarer si tu veux que les datas qui se transitent dedans ou tous les échanges soient monitorés par Microsoft Defender. Et donc, par exemple, quand tu fais un agent Copilot Studio ou un agent Foundry, tu vas pouvoir le faire monitorer tout ce qui transite dedans, donc data, prompt, par un Defender. Donc, par exemple, les gens qui déposent des fichiers dans le chat de ton agent, c'est un classique. On se dit, aujourd'hui, tes fichiers OneDrive sont scannés, tes fichiers Teams, tes fichiers Mails, mais quelqu'un qui prend son fichier depuis sa clé USB, si elle est autorisée, mais qu'il la drop direct dans le chat d'un agent Copilot Studio, là, le carnage qui peut se produire. Voilà, et là, en fait, tu vas pouvoir mettre du Defender dessus. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, l'agent 365, hyper important comme annonce. C'est dommage, on n'avait pas ce petit screenshot que je voulais voir. C'est pas très grave. Les gens vont le voir partout sur LinkedIn. C'est un produit à part entière, présenté, en tout cas une fonctionnalité de l'écosystème Microsoft 365, de gouvernance, mais pas que, parce qu'on voit l'ensemble des agents disponibles qui viennent de l'écosystème Microsoft 365, de Copilot, du coup Studio, de Foundry, de Google ou autres, vous les verrez tous. Et il y avait, on parlait des gros ronds, justement, tu as évoqué ça. On voit un espèce de graphe, ça va plus loin, ça vous montre globalement le lien entre les agents, comment ils interfèrent les uns entre les autres. Du coup, donc voilà, c'était un peu ce côté, dans mon organisation, il est en train de se régir une organisation agentique, est-ce qu'à un moment je peux le voir ? Là, on a une première tentative, je vais appeler ça comme ça, parce qu'on ira certainement dans le futur beaucoup plus loin sur les enjeux de process et de visualisation, mais de cartes d'interaction entre les agents. Voilà, donc on aura certainement le temps d'en reparler, mais la partie Microsoft Agent 365, ce n'est pas un agent comme je l'ai dit, c'est un portail d'agent. Une tour de portail côté admin, attention, ce n'est pas un catalogue end user, c'est vraiment côté admin. Qui va réguler globalement toute l'activité agentique sur cross-agent chez Microsoft et pas que. Sauf donc le lien, c'est qu'on le voyait avec du MCP Power Apps ou autre, c'est qu'une application potentiellement fait partie et que la notion aujourd'hui, on a l'habitude depuis des décennies de dire une app. Sauf qu'en fait, je pense que Microsoft, sa volonté, moi ce que j'en vois, c'est demain ils vont dire, on va dire un agent, mais un agent c'est le chat. C'est les échanges, la data et l'applicatif. Et c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a eu, alors j'ai plus le nom, une personne de chez Microsoft qui est intervenue. Son titre, elle était VP App et Agent. Voilà. Ça m'a fait sourire parce qu'on voit ça arriver depuis ce rapprochement des mondes depuis un moment. Et tu sais que moi j'ai une autre passion toujours quand on fait l'Ignite, c'est que c'est bien gentil de parler des grosses news, des grosses annonces, des trucs sur le blog. Mais moi, mon petit jeu, c'est de regarder à la loupe tous les écrans des mecs de Microsoft et de voir les petits boutons qui apparaissent à l'écran dont ils parlent pas. Les petits détails qui font les stick clics à la fin. Et les petits détails qui m'ont plu, qui font le lien avec ce que tu nous as dit, qu'on voit du Google, du machin, c'est qu'à l'intérieur de Copilot Studio, quand ils sont maintenant passés très vite sur les menus, on a vu quand même deux choses que moi j'avais vu avant sur les environnements de frontières, mais que globalement, c'est-à-dire qu'ils l'ont montré. On a le A2A, donc le Agent to Agent. C'est donc un protocole qui, comme c'est l'équivalent du MCP au niveau des agents, c'est-à-dire que ça permet de dire, j'ai un agent, et s'il est compatible avec ce protocole A2A, n'importe quel autre agent qui connaît ce protocole peut discuter avec lui. Et donc, c'est là où on rejoint pourquoi Microsoft mettrait du Google, du machin, etc. C'est pas que le Shadow IT, c'est aussi de se dire que je peux faire une solution business qui va mélanger plusieurs types d'agents, du Perplexity, du Google, du Microsoft, et ils vont communiquer ensemble en A2A. Et ça relie un autre point, c'est qu'on a vu aussi un petit menu apparaître, c'est que depuis n'importe quel agent Microsoft, j'ai un petit menu qui me permet d'aller chercher les agents AI Foundry, dont tu parleras, je vais m'arrêter là, j'ai failli te spoiler plein de choses, parce qu'il y a eu plein de nouveautés, mais qu'on va pouvoir cette connexion. Voilà, qui n'était pas, on a vu la complémentarité se faire ces derniers temps entre Copilot Studio et Azure AI Foundry, mais l'interopérabilité des agents n'était pas encore complète. Maintenant, c'est le cas. On a des espèces, pour vulgariser, de endpoint, de terminaisons qui vont permettre les uns et les autres de s'appeler et vraiment, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, de capitaliser sur les agents que l'on aura fait. Et sur le A2A, tu fais bien de le dire, c'est que Microsoft comprend
que l'entreprise fera des agents certainement multicolores de toutes techno confondues et qu'il faudra faire avec. Et du coup, d'où le côté de dire, bon, bah, à un moment, on saura faire communiquer l'ensemble dans notre orchestrateur, dans nos... Si je ne dis pas de bêtises, le A2A n'est pas de Microsoft. C'est Google. Ah non, c'est de Google. C'est un protocole open source. Mais qui a été créé par Google. En tout cas, qui fait partie du consortium. Donc c'est intéressant. J'ai deux micros annonces de fin comme avait fait Kevin. C'est que deux rapide du temps. Non, mais deux news très rapides. Mais je pense que si vous suivez l'actu, vous les avez vues. Microsoft a sorti discrètement 2 choses complètement structurantes quand il s'agit de faire des agents en Microsoft. La première, c'est qu'un petit tab évaluation est apparu dans la partie agent, ce qui permet de faire des tests automatisés. Agent Copilot et Copilot Studio. Donc, automatisation de tests par rapport à un plan de test sur lequel on va évaluer sous plusieurs axes, qualité, identique ou similarité avec des scorings de tests, etc. Donc, il y a ça. Et l'autre, c'est Computer Use. Donc, Computer Use qui est utiliser un prompt pour faire laisser l'agent faire bouger une souris et un clavier sur soit une machine virtuelle, soit sur un ordinateur sur lequel on aurait installé et enregistré les outils avec l'autorisation de l'admin, ou complètement embarqué dans votre tenant Microsoft dans un navigateur web virtuel qui est juste à disposition de l'agent. Et ça permet donc de naviguer sur des sites web, utiliser des applications d'entreprise. Il vous demande votre login et par exemple, vous devez saisir un login mot de passe, il peut vous le demander. Mais si vous trouvez ça pas sécurisé comme moi qui n'ai pas envie d'écrire un login mot de passe dans un prompt, eh ben, il y a depuis un petit moment la connexion Azure Key Vault quand on a besoin de faire, voilà. Et donc, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne, allez voir. Mais je te rends la main maintenant. C'est bien de le préciser parce qu'il y a tellement de choses que des fois on a besoin d'un peu plus de détails et d'informations. Donc, n'hésitez pas à voir l'épisode de Romain sur ce sujet du computer use. Passionnant. On va passer à la partie data. Oui. Nicolas, qu'est-ce qui s'est dit côté fabrique? Alors, on a eu des annonces quand même. Il y a eu des annonces et sans surprise. On l'a dit, mais la thématique c'est le WorkIQ, enfin l'IQ, parce que WorkIQ, attention, c'est côté Modern Work. Ça y est, ils ont trouvé SQL Server, c'est ça l'annonce? Oui, c'est ça. JA JA sur les SQL Database. Je suis pas sûr. Faudra qu'on vérifie, mais on en est sûr de ça parce que. Ah bah oui, c'est ce que j'ai vu dans le Book of News. Pendant que tu évoques le début, je peux vérifier. À vérifier quand même, parce que j'ai des annonces comme quoi ce serait pas le cas. Mais bon, à vérifier. Mais c'est vrai que les 2 lettres aujourd'hui qui nous importent, c'est IQ. Donc fabrique IQ, évidemment, avec la partie ontologie. On le voit dans le schéma, effectivement, qui se rajoute un petit peu à tout. Alors voilà, il y a plusieurs animations qui apparaissent, mais la plus intéressante, c'est la première, si tu peux revenir sur celle-ci, voilà. Donc, on se base sur un modèle sémantique, et à partir de là, on détermine ce qu'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire qu'on va définir, on va dire, des entités, et donc on va relier entre elles, donc il y a une sorte de relation entre les entités, et ensuite, voilà, on va avoir quel type de relation, les actions, s'il y a une analyse, s'il y a eu une décision qui est prise par rapport à une entité, par rapport à une autre. Voilà. Et ce qu'on voit aussi là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans Fabric, on va avoir une toute petite icône qui arrive, ontologie, et qui va nous permettre de créer ça et du coup d'en bénéficier. Après, vous avez compris, l'idée, c'est qu'ensuite, ce soit utilisable à la fois par Power BI, mais pas que, mais aussi par surtout Copilot. Copilot, iFoundry et Data Agent. L'Operation Agent, en fait, qui ne va plus venir à Data Agent, mais l'Operational Agent. C'est la vraie nouveauté. Exactement, et je fais pareil, juste un petit point d'attention là-dessus, c'est que autant on a essayé d'expliquer tout à l'heure sur le WorkIQ, un peu comment ça pouvait prendre le concept, etc. Autant je trouve que sur la partie Fabric IQ, donc du coup pareil, une couche de données sémantique, business, conceptuelle côté Fabric, on le voit vraiment et on le comprend beaucoup plus, parce que ce qu'on voit sur les écrans, c'est qu'on définit, on a la possibilité maintenant, on a un onglet ontologie. On avait évoqué la dernière fois, si vous vous rappelez, dans l'épisode, l'arrivée des graphes, des bases graphes, et qui nous permettaient de relier des concepts. Sauf que maintenant, on peut créer ces concepts. Au-delà juste Digital d'avoir... Twin aussi, on en avait parlé, mais ça, c'était sur la partie... C'était le Digital Twin. Voilà, avec la partie RTI, enfin la partie real-time. Arrivé, donc on sentait l'évolution. Oui. Et là, maintenant, on a vraiment l'onglet ontologie, où on va pouvoir définir des entités, et des notions, business. Business, voilà. Exactement. Créer le graphe, et que finalement le graphe aussi permette d'expliquer, alors je sais pas pareil si on aura ce screenshot, mais on en reparlera, mais on voit sur les graphes Fabric IQ que si je relie mon produit à, alors qu'est-ce que j'avais, c'était le produit à, par exemple au client, on va pouvoir avoir une description de la relation qui lie les deux.
C'est-à-dire, c'est pas juste dire j'ai 2 ronds avec marqué produit et client et un trait. C'est pas une simple relation. C'est pas une simple relation. C'est une action. C'est une relation avec une action, une décision, une prise de décision, etc. Voilà, donc par exemple, je sais pas, le client achète des produits. Et en fait, j'aurais marqué sur mon graphe, mais pas parce qu'on l'a marqué, parce que ça imprègne finalement. Ça a du sens, oui. Ça amène un sens. Hein, c'est pas, j'ai pas mis une petite textbox au-dessus de mon trait juste pour décrire. C'est vraiment pas finalement. Un visio, hein. Exactement. Je crée une relation fonctionnelle entre 2 entités fonctionnelles qui peuvent être le client, mais qui peuvent être n'importe quoi. Donc là, on voit à l'écran l'exemple, c'était donné. Voilà, alors c'est la vidéo qui a été montrée avec l'enchaînement. Voilà, on voit les entités qui sont reliées à l'entité principale et ensuite on clique sur l'entité, on voit effectivement les relations autour. Voilà, et puis évidemment, ce qui apparaît derrière, c'est les rapports qui sont associés, les modèles qui sont associés également. Visualisation, la notion. Il y a une démonstration qui montrait comment est-ce qu'on requête beaucoup plus. Et là, on le voyait, le petit graphe en bas à droite, un moment où on avait une description. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là où avant, quand on faisait un modèle de données, globalement, exactement, on voit beaucoup plus le graphe qui peuvent être très complexes, du coup, d'un point de vue business. Et le but de ce graphe, c'est de représenter le business. Donc, tu as d'un côté ton modèle de données avec tes. Parce que le modèle de données, tu donnes un modèle de données classique à un business, il ne comprend pas. Enfin, c'est des tables, c'est des champs, enfin, c'est pour lui, ça ne lui parle pas. Donc, tu fabriquerais, c'est-à-dire à terme dans tes projets, ton modèle de données comme d'habitude, pour faire ton architecture, etc. Et tu aurais ton modèle conceptuel. C'est pas un modèle conceptuel, parce que ça existe déjà le modèle conceptuel, c'est un modèle avec des entités, mais ça reste très technique. Là, c'est vraiment très business, c'est très orienté business. Et puis un modèle de données ne relie que des tables. Enfin, aujourd'hui, un modèle de données ne relie que des tables et des lignes, des colonnes, globalement, des champs. Alors que là, on peut relier des rapports, un lakehouse, des datasets, etc. Et par exemple, imaginons, je suis au marketing et je dis, je vais définir le go-to-market. En termes marketing, go-to-market, c'est un concept qui n'apparaît peut-être dans aucune table, parce qu'il n'y a pas de chiffre derrière. Par contre, ma stratégie go-to-market, elle va peut-être être liée, je ne sais pas, à la liste de mes événements que j'ai générés dans l'année, au nombre de vues qu'on a fait sur le site et de leads qui sont associés. Donc, je vais pouvoir associer peut-être un rapport, des datasets, à un moment une table, parce que j'ai une liste client, des choses comme ça, au-dessus de ce concept qui est ma stratégie go-to-market. Donc, en fait, je vais rassembler des concepts. Ce qui fait que quand je vais poser ma question à mon data agent, ou à tout agent qui viendrait consommer ce Fabric IQ, parce que c'est comme le Work IQ, il va pouvoir être appelé depuis l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Hein. Et globalement, on va pouvoir consommer ce Fabric IQ comme si c'était une base de données. C'est une base de connaissances Fabric, en fait. Fabric devient, avec le Fabric IQ, une base de connaissances. C'est pas juste une base de données que j'essaye de faire communiquer à un LLM, c'est une base de connaissances avec des ensembles de concepts qu'on a rassemblés, qu'on a un peu travaillé au sens métier pour qu'ils aient encore plus de valeur et du coup qui sont consommables. Donc quand je vais poser la question à mon data agent, il va... Avant, j'arrêtais pas de dire il comprend maintenant ton modèle de données à plat, donc c'est bien, il arrive à savoir que le client et le produit c'est lié. Bravo quand même en 2025. Là, il va comprendre encore plus des petites notions business de ton métier tous les jours qui seront liés peut-être à les questions que tu lui auras posées sur Copilot Microsoft 365 avec ton Work IQ. Et en fait, l'idée, c'est que ces fameux Work IQ, ces couches de données, vont vraiment amener de la valeur. On appelle ça même les Operations Agents. C'est le nouveau nom. Il y a les Data Agents, mais les Operations Agents, c'est justement cette surcouche qui va pouvoir être opérée par des agents spécifiques. Et puis, comme par hasard, toi, tu deviens une base de connaissances. Et c'est marrant parce que tout d'un coup, nous, côté construction des agents, nos serveurs MCP, qui pour l'instant, Microsoft se limitait à consommer des outils, ou si je voulais des connaissances, il fallait que je les cache sous un outil. Là, une des petites annonces, toute petite, c'est que je vais avoir des connaissances en direct dans mes serveurs MCP. Puis on sait très bien que tous les deux que côté agent, Copilot Studio, etc., où on sait consommer du Fabric, on sait consommer même du Data Agent ou des Operation Agents. Donc ça veut dire que moi, globalement, quand je vais construire des agents dans l'écosystème Microsoft, je ne vais plus interroger Fabric ou un Data Agent Fabric comme une source de données, je vais l'interroger comme une source de connaissances. Et du coup, tu vois, c'est toujours beau, tout est cohérent dans ce qu'ils disent là. Mais... Alors, tu me teases un peu, c'est ce qu'on voit après. Mais pardon. Non, mais vas-y. Voilà, mais je trouvais ça du coup intéressant de voir. Et moi, je trouve ce beau dans cette Ignite, c'est que depuis 3 ans, on a plein de news, chacun indépendantes, qui sont cool. Et là, si on fait le récap de 2 ans de tête dans le cloud, on se dit, mince, ça y est, tout est en train
tout prend sens et c'est génial. Tout est en train, finalement, la synergie est en train de prendre. On sent bien qu'il y a quelque chose. Ce qu'on voyait indépendamment les uns des autres, finalement, se retrouve. Le puzzle qui se fait, ouais, qu'on commence. En 2 ans. Rien qu'en 2 ans. Et bien évidemment, c'est énorme. oui. Le travail derrière est monstrueux. Donc, ce qui est intéressant quand vous parlez pour qu'on comprenne d'opération agent, c'est que tout ça est consommable en temps réel. C'est-à-dire que demain, si je veux avoir finalement de la réactivité, voire de la proactivité de mes agents, ils ont la donnée en temps réel via le Real-Time Hub, ils ont la couche sémantique, ils comprennent l'enjeu business que je leur demande, et du coup, j'ai une vraie information temps réel de l'entreprise, quoi. Et là, pas juste un flux de données temps réel. Et la chose très importante, Microsoft le dit en introduction, il ne faut plus parler, en parlant de Fabric, de data platform, mais d'intelligent platform. C'est pas unifying your data, c'est unifying your intelligence. Ah, c'est beau. Ouais, non, mais du coup, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a un vrai. En fait, dans l'histoire de mindset. En fait, dans l'histoire de cette plateforme, on a commencé évidemment par l'analytique. On y a rajouté pas mal de choses. Il y avait Power BI au départ, puis après il y a eu tout le parti back-end avec la data ingénierie, la data science, le real time, les data agents. Et là, ça y est, on arrive à l'étape d'après avec voilà. Tu voudrais dire que quand il y a 5 ans, notre DG a renommé nos équipes Microsoft Intelligent Platform, c'était donc un vrai visionnaire. Probablement. Petite dédicace. Il avait peut-être des infos qu'on n'avait pas. Voilà. Donc en tout cas, voilà. Donc là, la grosse annonce, c'est le Fabric IQ. Globalement, donc c'est un vrai nouvelle expérience. C'est un vrai concept. On le voit dans les briques qu'on va avoir, d'ailleurs, exactement, etc. Il va y avoir IQ vraiment bien positionné. Alors, tu le fais bien de le préciser, Nicolas. Tu as raison. On le voit peut-être sur la. Alors, ça apparaît à l'écran. C'est que ça devient une expérience dédiée. Ce travail de la connaissance métier de cette couche de données est une nouvelle expérience de Fabric, un nouveau workspace dans lequel on va venir créer ces ontologies, ces entités, pour qu'elles soient réutilisables à terme. Voilà, avec des nouveaux objets. Donc, encore une fois, on améliore, on incrémente de nouveaux objets pour aller toujours plus loin sur cette plateforme. Magnifique. Petite question du petit Romain. On parle là de l'ontologie que tu as à dispo et que tu vas pouvoir créer. Est-ce qu'on parle juste de créer soi-même cette ontologie ou est-ce qu'il est capable de la générer ? C'est la question que je me suis posée. Effectivement. Est-ce qu'il est capable de... Alors là, effectivement, c'est pas nécessairement dit... J'ai pas l'impression que ce soit le cas pour l'instant parce que... moi, je pense qu'il faut la créer. C'est ça a été montré quand Microsoft le présente. Globalement, ils disent, voilà, aujourd'hui, ce qu'il est possible de créer comme ontologie, comme type d'entité, etc. Donc tous les développeurs qui ont travaillé à créer des modèles qui sont capables d'extraire et de créer le contenu d'une ontologie pour être utilisé dans de l'IA, ils ont pas, pour l'instant, ils sont encore safe parce qu'ils vont finalement utiliser ce qu'ils ont fait pour peupler le moteur officiel d'ontologie que tu as. Ok. Parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent la question, qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça pendant 2 ans. Oui, on s'est posé personnellement, je me suis dit, est-ce qu'effectivement, il fabrique ça à partir des informations que je lui donne ? Mais non. Et du coup, pas encore. J'ai retrouvé le résumé que je cherchais aussi. Donc, Fabric IQ, dans la définition, d'après Microsoft, ça relie 5 assets. L'ontologie que l'on va créer, du coup, les modèles sémantiques qui sont toujours nécessaires pour lier la donnée et les tables, les graphes qui sont, du coup, ce qui va permettre au système de naviguer globalement entre les concepts. C'est encore de la relation, mais c'est le graphe qui le permet de faire. Le data agent qui permet d'interroger le sémantique model. C'est ça. Et l'operation agent qui est autonome au-dessus de tout, globalement. Alors, l'Operation Agent, tel qu'il est présenté, c'est qu'il va pouvoir aussi prendre des actions et agir en autonomie. Et qu'on peut lui donner une mission, il surveille en temps réel la donnée, et vu qu'il a sa mission, il agit. Ah, c'est chouette. Du coup. D'où l'intérêt du RTI. C'est pour ça qu'on l'a renommé d'ailleurs RTI aujourd'hui. RTI, c'est Real Time Intelligence. Exactement. Et le petit clin d'œil, c'est que Microsoft Research avait aussi sorti des modèles qui montraient comment les agents pouvaient être en surveillance, en monitoring. Et on sent qu'on se rapproche de cette maintenance un peu continue des agents de surveillance des opérations, etc. Donc voilà, donc ça c'était la partie Fabric IQ. Est-ce qu'on avait d'autres choses à présenter, Nicolas, sur un petit peu, Fabric, je crois, non Oui, alors après... on a vu des trucs cool quand même. Alors, ça c'est pas mal, c'est une grosse couche qu'on attendait depuis longtemps quand même. Oui, enfin disons que celle-ci, on la sentait venir, mais effectivement, bon, après, c'est à voir après à tester, parce que du coup... Donc,
On a eu, dans les clins d'œil, je t'ai fait un petit clin d'œil sur la partie SaaS. Ouais, pour moi, c'est vraiment un petit clin d'œil. Pour l'instant, oui, le diagramme de flux côté SaaS, parce que étant ancien développeur SaaS, ça m'a fait un peu sourire. Bon, c'est un sneak peek qu'on avait vu, pour information, si je me souviens bien, à la FabCon Stockholm, il y a longtemps. Il y avait un passage comme ça. Pas eu le temps de prendre la caméra pour prendre la photo, bref. Mais voilà, c'était le truc. Tiens, c'est quoi ce truc-là? Donc, ouais, l'idée, c'est d'avoir un diagramme de flux un peu à la SaaS avec des composants, on exécute des composants, et puis le diagramme. Bon, on n'a pas plus d'infos. J'avoue, j'ai essayé de gratter, j'ai pas plus d'infos. En gros aussi, il y a une belle liste qui a été partagée sur le blog. Je vous encourage à aller le voir, de partenaires, éditeurs, de plus en plus intégrés. L'idée, c'est d'interagir avec peut-être du SaaS derrière, avec pourquoi pas du SaaS Guide Enterprise, parce que c'est un peu la même interface. Pour ceux qui connaissent. Donc c'est exactement ce qu'on voit là. Donc il y a des étapes de transformation, de calcul, etc. Donc on est vraiment sur de l'analytique. Et puis au fur et à mesure, on exécute tout et on passe étape par étape. Et ça permet dans un graphe de voir à quelle étape. On n'est pas loin de la pipeline finalement. Alors, ce qui m'intéresse sur cette petite news, c'est que SaaS reste toujours aussi un type d'application data, on va dire, très utilisé dans les entreprises et souvent qu'on oppose à Fabric en disant comment est-ce qu'on va redévelopper nos pipelines SaaS dans Fabric, etc. On a eu combien de sujets un peu de ce type? Aujourd'hui, on pourrait dire que finalement, on peut faire du SaaS dans Fabric. Si vous souhaitez combiner les expériences, c'est possible. C'était un peu le petit clin d'œil. Le petit clin d'œil. Bon, l'autre grosse info, c'est la partie Publish dans Microsoft 365, Copilot. Alors, ça, c'est quelque chose de super intéressant. Alors, moi, je suis en plein dedans aujourd'hui parce que vis-à-vis de certains clients, c'est vraiment des cas d'usage, des use cases qui sont très concrets. C'est aujourd'hui, j'ai mes data agents dans Fabric, mais comment je les sors de Fabric? Aujourd'hui, je vais interroger mon data agent plugué sur mon modèle sémantique, sur mon lakehouse et maintenant même sur mon event house, donc pour du temps réel. Et comment, Donc là, j'ai le petit bouton qui permet de publier mon data agent et il va se retrouver dans quelque chose que mes amis autour de moi connaissent bien. Legend Store. Donc là, après, ça va jusqu'à... on le voit ici. Donc, vous reconnaissez l'interface, messieurs. Et donc, à partir d'ici, dans la partie Copilot Studio, si je ne dis pas de bêtises, on va le retrouver. On va retrouver notre petit data agent dans la liste qui va finalement, comme tu le disais tout à l'heure, Romain, va devenir finalement une source d'information. Et on va pouvoir interroger notre modèle directement. Alors, on pouvait le faire plus ou moins avant, mais... peut-être moins facilement. Là, on est dans Copilot. On est dans Copilot 365. En fait, on gagne une étape. C'est-à-dire que jusque-là... il fallait qu'on passe par Copilot Studio pour publier. Et là, tu vas direct dans Copilot 365. C'est ça. On pouvait le faire avant, maintenant, c'est direct. C'est super. Et c'était gênant parce que jusque-là, les clients, on le voit, utilisateurs, adhéraient au message qui était de dire, regardez, vous pouvez faire un data agent, par exemple, spécialisé sur les questions de vos ventes. Et en plus, vous pouvez l'appeler dans Teams. C'était ça. Raconter ça un peu comme ça. Et on fait comment? Mais il faut passer par Copilot Studio. Par contre, il faut déployer Copilot Studio, l'avoir mis en place, avoir fait ta gouvernance si on veut faire les choses bien. Licence, on avait parlé ensemble. Et en fait, vu que tu deviens une source de connaissances, comme on l'a dit tout à l'heure, et que toi, le petit bouton où tu t'as montré dans ta démo n'est pas innocent, c'est le bouton des sources de connaissances de Copilot. C'est pas le bouton des agents. C'est le bouton des sources de connaissances. Donc ça, tout est encore une fois cohérent dans ce qu'on raconte. Tu deviens une source de connaissances pour Copilot 365. Ça besoin de les clients quand ils disent qu'ils veulent faire des présentations à partir de dashboards, etc. Tu appelles ta source de connaissances Fabric, tu appelles ton agent PowerPoint par exemple, et tu lui dis vas-y. Demain, oui, dans cette logique multi-agent, c'était déjà le but, c'est que les data agents pouvaient être exposés, donc appelés. Tu comprends pourquoi on trépignait pendant que tu nous montrais là tes copilots dans Excel, tes copilots dans Word, alors, nous on trépignait à côté. Et alors si on va jusqu'au bout, alors si on peut repasser la démo pour ceux qui nous regardent, évidemment, si vous regardez à la fin l'interrogation, alors moi c'est ce que je trouve génial, c'est que on fait du langage naturel, on interroge, il nous fait une réponse texte, mais après on lui dit vas-y mets-moi ça dans un visuel patati patata et il nous fait le visuel derrière, il nous crée le visuel sur Excel là il est là le visuel, non on l'a carrément dans Excel, l'interface, mais on l'a partout, on peut l'avoir partout, on peut l'avoir aussi pour ceux qui nous écoutent, la démonstration montre comment en effet depuis Excel j'appelle la source de connaissances pour construire des graphes Excel parce que j'en ai besoin. Donc j'appelle cette data agent Fabric
que j'ai publié grâce justement au lien maintenant facilité avec l'écosystème Microsoft 365. J'ai directement mon Data Agent Fabric que je peux utiliser comme source, même dans un Excel. Et encore une fois, Excel, et puis évidemment, encore une fois, aussi Copilot. Donc, la partie sur Fabric, soyons clairs, il y a 2 annonces, si je les résume. Enfin, il y en a un peu plus que ça, parce que vous savez, il y a toujours de l'innovation. Mais par contre, c'est des révolutions. Ouais, tout à fait. Oui, c'est des révolutions. La couche ontologique, je pense que d'un point de vue expérience de consommation de la donnée, c'est une révolution. Je vous en parle depuis longtemps, que j'espère que ça va arriver, et c'est enfin là. Et par contre, la publication en un clic. Alors, il doit y avoir une histoire de droit, de permission, etc. derrière, mais dans Microsoft 365 Copilot, sans passer par la Power Platform, qui était d'une lourdeur non nécessaire dans l'expérience. Je fais des efforts. et du coup, là, il y a une vraie promesse d'expérience utilisateur, de consommation de la donnée, vous ne voulez pas avoir des rapports. Vous pouvez faire des data agents pour vos utilisateurs finaux, c'est incroyable. Ils veulent pas nécessairement, mais les cas d'usage, c'est ça. Je veux pas aller dans Power BI, je veux pas aller faire du drill down, etc. Je veux pas aller dans Fabric non plus. Moi, je suis dans Team, je suis dans mon Copilot. Je veux interroger le modèle de données, en tout cas le data agent. J'ai tout loisir d'interroger. Mais il va poser des vraies questions de sécurité. De sécu, mais même de gouvernance. Parce que, en vrai, on peut se dire, mais dans ce cas, pourquoi je ferais un agent Copilot Studio si j'ai tout ça dedans? En vrai, c'est que là, on rejoint la logique qu'on a parlé plein de fois entre le citizen developer et le développeur, entre le gars qui sait, entre 2 personnes qui vont dans une boutique qui vend du matériel pour fabriquer une maison, entre celui qui est expert du BTP et moi. Les 2, ils ont les mêmes outils. Le résultat, il est dramatiquement différent que si c'est moi qui essaye de te faire une maison. Et là, c'est pareil, c'est qu'il y a une vraie question à se poser. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Et c'est là où les outils comme Azure iFoundry, comme Copilot, comme les agents Copilot Studio, c'est que ça ne le remplace pas. C'est que là, on va faire tes Operation Agents ou tes Data Agents, mais attention, en fonction de la data qu'on expose, c'est peut-être quand même plus fin de laisser un agent prendre la main sur les opérations et la génération des graphiques. Attention, donner un Data Agent sur de la donnée hyper complexe, ça veut dire laisser la personne faire ses requêtes, mais est-ce que la personne est capable de faire ses requêtes? Il y a toujours le même problème du prompt, de se dire, comment... Et puis après, il faut l'entraîner. Alors, on a capacité, un Data Agent, de l'entraîner, lui donner des requêtes types pour lui on rappelle qu'un Data Agent, c'est une source, un prompt, des exemples. On peut mettre en place des synonymes, même si bientôt les synonymes seront directement intégrés, le modèle sera capable lui-même de générer des synonymes par rapport à un modèle. Et on rappelle aussi qu'un Data Agent ne nécessite pas de licence Copilot Microsoft 365 parce qu'il est consommé sur la capacité Fabric. Voilà. Par contre, à partir du moment où vous le publiez dans l'Agent Store, nécessairement, il vous faudra avoir les licences Copilot Microsoft 365. Ça, on en parle, mais les licences... Moi, je viens de repenser à une phrase pour résumer la nécessité ou non de mettre les agents, par exemple les Data Agents. C'est que avant Internet, on pensait que si les gens ne savaient pas faire, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information. On a donné Internet aux gens. Oui. Voilà. Donc je pense que ça va être la même chose. Avant de conclure sur Fabric, 2 petites news que j'ai vues passer. Renforcement de l'expérience admin sur Fabric. On a pas mal d'écrans qui ont été partagés. Oui, alors ça c'était déjà un peu vu, la partie surtout sécurité. Je pense, va encore évoluer parce que là, la sécurité, c'est juste savoir qui a accès à mes workspaces, workspaces sur lesquels je suis au moins un membre, je crois, ou admin. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça, mais j'espère qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup plus de choses. Je rejoins un peu la partie agent que tu parlais où c'était juste une liste. Là, on est un peu dans la même frustration. On ira beaucoup plus loin dans le détail. Et je reprends aussi ce qui avait été annoncé lors du dernier Power Platform conférence, je ne sais plus comment vous l'appelez. Community. Il y avait eu un gros sneak peek comme ça. Ça a pas mal circulé sur les réseaux avant l'Ignite. C'était l'annonce des shortcuts pour SharePoint OneDrive et SAP Datasphere. Oui. Alors ça assez intéressant quand même. C'est globalement, moi j'avais un gros sujet de gouvernance depuis un moment, je vous l'avais peut-être évoqué, c'était de dire j'ai du mal à voir la donnée dans SharePoint à un moment si on va nous amener à la dupliquer dans Fabric pour aller faire des choses sur Fabric quand on fait de l'extraction, etc. Et là, non, en fait, ce que Microsoft dit, c'est que vu que c'est dans SharePoint, ça y reste, c'est là le référentiel validé, c'est bien SharePoint. On ne duplique pas, on a le shortcut, ce qui permet de voir la donnée virtualisée si on en a besoin dans Fabric. Donc pas de duplication de données, c'est super ça comme nouvelle. L'écosystème SAP qui se renforce. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu une démo. On l'a vu, voilà. Où globalement, Microsoft fait une requête.
Oui. C'est ça? Je crois que c'est une procédure stockée en SQL, donc procédure stockée classique dans un warehouse, normalement, oui, avec effectivement des données qui proviennent de beaucoup de choses. Voilà, donc ils ont tout mélangé. Google, on a du BigQuery, Oracle, du Databricks, du Snowflake, de l'Oracle et du OneLake, du coup. Et sur une requête. En gros, des systèmes différents, des plateformes différentes. Où la donnée n'est pas hébergée au même endroit. C'est ça. Pour la majorité, parce que. Elle n'est jamais recopiée, elle n'est jamais présente dans le OneLake au sens propre, au sens brut. Et on arrive à faire de la requête sur tous ces éléments, en faisant de la jointure entre toutes ces tables. Mais ce qui est beau, c'est qu'on liait les données sans les recopier. Ouais. Aujourd'hui, souvent, on a besoin, pour les gens qui sont moins familiers, on a besoin de recopier la donnée, ou en tout cas de faire des astuces. Oui. On va dire, on a besoin de faire des astuces et des bricolages. Et là, tu es en mode, c'est scolaire, quoi. C'est select, where, inner join, et puis, magie, j'ai tout qui marche dans une seule ligne. Et surtout, le shortcut, c'est comme super simple à mettre en place. C'est vraiment en 3 clics, on a notre shortcut sur notre repo et on voit la donnée ou sur du Google. Donc on voit la donnée, on la pour ceux qui doutaient encore de la force de Fabric, notamment dans un contexte multi-cloud, ce qu'on a vu comme requête qui appelle, mais vraiment, enfin, ce qui était à l'époque des concurrents directs de Microsoft, globalement, sont aujourd'hui totalement intégrés, parce que les connexions sont permises par les partenariats, et du coup, sur de la requête totalement croisée de clouds différents qui s'exécutent dans Fabric de manière virtuelle. Moi, je trouvais ça incroyable. Donc voilà. C'était la belle démonstration. La belle démo. Voilà. Exactement, on a eu une belle démo vraiment sur l'Ignite. Donc pour résumer, l'arrivée de l'IQ Fabric IQ, cette couche de connaissances, Fabric devient une base de connaissances, métier, fonctionnel, business, appelez-la comme vous voulez. C'est un workspace dédié, une nouvelle expérience qui arrive. Ça transforme la plateforme en plateforme d'intelligence. Grâce à une couche sémantique, ontologique qu'on pourra directement animer dans Fabric. Et surtout, la publication de vos data agents. Donc un nouveau moyen de consommer la donnée de Fabric en 3 clics dans Copilot Microsoft 365. Le petit switch et boum. Donc une belle soirée sur Fabric aussi. Oui. Je trouve que des fois on a plus d'annonces mais moins de choses. Là on a quelques annonces l'IQ, etc. Mais finalement avec un impact assez fort. Je suis assez bluffé de la conf avec du recul. On va passer à la dernière partie. On va terminer avec le monde Azure. De belles annonces côté Foundry. Du coup alors Azure Foundry et Azure tout court. On va commencer par Foundry. Alors, la première chose sur Foundry, c'est que ça ne s'appelle plus Azure et iFoundry. C'est la deuxième année d'affilée. Exactement. Donc, ça s'appelle maintenant Microsoft Foundry, comme vous pouvez le voir, Microsoft Foundry, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, ça, premier sujet, quand même, changement de nom, c'est pas nouveau. Mais retenez maintenant qu'on ne dit plus... On a eu beaucoup de complexité entre les Azure OpenAI, les portails, etc. On avait le portail anciennement OpenAI, etc. On s'était à peine habitué à les URL n'avaient pas changé. Exactement. Mais attention, on n'a pas rappelé ça en Azure Foundry, on a appelé ça Microsoft Foundry. Et Microsoft Foundry. Et pas Azure Foundry. Exactement. Il y a peut-être un signe de quelque chose. Alors moi j'y vois aussi un côté expérience client. C'est que j'ai beaucoup de clients qui parlaient de la Foundry de Microsoft. Je vous partage un truc, c'est que les clients avaient abrégé, ne disaient pas Azure et iFoundry, ils parlaient de la Foundry. Okay. Donc je trouve que c'est plutôt aligné avec la perception du marché du produit Foundry. Peut-être pour répondre finalement à ce nommage finalement que les exactement, clients... je ne sais pas, mais en tout cas moi ça me parle plutôt pas mal. Donc Microsoft Foundry. La grosse annonce qu'on a eue sur la partie Azure, Foundry, Microsoft Foundry, il va falloir que je m'y habitue. Du coup, c'est un énorme partenariat. Alors qu'avait été annoncé quelques heures plus tôt sur LinkedIn, on avait les 3 patrons, globalement, Satya Nadella, et je n'aurais pas les deux autres, j'ai Jensen, côté Nvidia, et la 3e personne, et je m'excuse pour elle, si elle nous écoute, Monsieur Anthropic, qui était là. Oui, s'il nous écoute, c'est l'annonce du partenariat entre Microsoft et Anthropic, avec un beau Microsoft Love Anthropic. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, du coup, exactement un Love. On se rappelle du fameux Microsoft Love Linux. Là, on a Microsoft Love Anthropic. Alors, énorme impact pour plein de raisons. On avait parlé lors du dernier, peut-être dans le cloud, de l'arrivée de Claude sur Copilot Chat. Researcher, Voilà, dans Researcher, pardon. Studio, etc. Mais par contre, on sentait que le partenariat était au début, que la donnée était encore côté Claude. On appelait l'API de Claude. Là, la vraie différence, c'est, on va le voir à l'écran, c'est la mise à disposition des modèles du coup de Claude.
directement dans Foundry au même titre que du OpenAI, globalement. Donc c'est assez puissant, on les a en disponibilité, alors je les vois plus ici, mais globalement on a les 3 modèles si vous savez me les lire, monsieur. Sonnet IQ et Opus qui sont disponibles, et surtout voilà, j'ai envie de dire, la place a été laissée à nos amis d'Anthropic pour présenter le partenariat. Donc là, gros virage aussi, hein, on passe de quelques sessions, conférences sur les 2-3 dernières années où on avait que Sam Altman qui venait témoigner et Jensen, du coup, côté NVIDIA, des partenariats. Et là, Anthropic explique pourquoi. Alors, explique déjà pourquoi ils sont la seule plateforme et les seuls modèles à être disponibles sur les 3 clouds principaux. Ils étaient présents sur AWS, GCP, pas encore Azure. C'est le cas maintenant. Donc, eux positionnent aussi leur stratégie de marché, on le voit. Mais surtout, pourquoi Microsoft et Anthropic vont permettre de faire de belles choses. Et d'ailleurs, donc, ce qui a été présenté par Satya Nadella sur une vidéo sur LinkedIn, hein, par lui-même, c'est que globalement, c'est un peu tripartite comme partenariat, parce que Anthropic est disponible sur Azure, mais va consommer de l'infrastructure Azure pour scaler encore plus ses modèles, globalement, et le tout sur des architectures NVIDIA. D'un point de vue hardware, voilà, on ne parlera pas des relations de plus en plus intimes dans cette bulle de la GenAI. C'est le cas, mais ça fonctionne comme ça. Et en tout cas, un vrai... Oui, tout à fait. C'est ce qui permet que toutes ces entreprises avancent aussi vite, bien évidemment. Et d'ailleurs, Satya Nadella dit un truc très intéressant. Le succès, globalement, aujourd'hui de la GenAI, hein, c'est si toutes les plateformes sont alignées et ils concèdent plutôt que ce soit tant le partenaire infra que plateforme que modèle. Et en fait, c'est cet alignement qu'on a entre aujourd'hui un Anthropic, anciennement et toujours autant un OpenAI, un Microsoft et un NVIDIA, c'est qu'on a la stack complète de bout en bout qui va permettre de faire des révolutions. Mais on le voit, c'est qu'aujourd'hui, de n'avoir que de l'OpenAI, c'était une vision, je trouvais, très... attention, on n'avait pas que ça. Non, mais pardon. Sur Copilot, tu veux dire. Voilà, je parle de la conséquence. Là, aujourd'hui, je ne parle pas que d'Anthropic dans Azure Foundry, comme tu l'as dit, c'est aussi Copilot, etc. Tu avais quand même une conséquence, c'est que tu ne travailles que sur du GPT. Et moi, je trouve que c'est intéressant, c'est de voir qu'on va avoir d'autres modèles qui vont redescendre, parce que dans iFoundry, il y a 11 000 modèles, très bien. Mais quand tu redescends sur Copilot ou Copilot Studio, tu fais OK, super, j'ai du GPT. Voilà. Et ce qui est très bien, je suis très content de GPT, mais je me dis que c'est bien d'avoir d'autres modèles. Versus 11 000 modèles dispo annoncés dans le catalogue Foundry. Est-ce que c'est pas l'effet Perplexity aussi, parce qu'on a aussi quelque chose de Perplexity qui peut utiliser différents modèles. Enfin, après, je pense qu'à un moment, c'est plutôt relatif à, j'ai envie de dire, l'autonomie que cherche Microsoft aussi, à un moment de se désengager du monopole qu'ils avaient, enfin, avec en tout cas, de l'enfermement un peu qu'il y avait avec OpenAI. Et l'ouverture à d'autres partenaires clés du marché. Et puis ça ferme la porte aussi à certains argumentaires, tu sais, par rapport à Copilot. Ah, mais il est moins bien que ci, il est moins bien que ça. Bah là, tu as Claude qui arrive avec ses qualités aussi à l'intérieur. Oui, et puis on disait, s'ils se font lâcher par OpenAI, il n'y a plus de Copilot. Bah non, il y aura du Claude, il y aura d'autres choses demain, certainement. Et du coup, c'est assez intéressant. Pour prendre le meilleur de chacun, finalement. Et puis tu as l'anecdote du jour. S'ils se font lâcher, on notera que pendant plusieurs heures, quand même, on se notera que pendant plusieurs heures, suite à un incident Cloudflare, il n'y a pas eu de chat GPT pendant toute une après-midi en France. Exactement. Mais Copilot marchait. 20% de l'Internet mondial est tombé ce jour. Voilà. Vu que Copilot était intégralement... Donc, ce que j'ai envie de dire, dans ce cas, même si OpenAI il est lâche, Copilot étant indépendant, on l'a bien vu cet après-midi, OpenAI, ChatGPT en carafe, Copilot était là pour sauver tout le monde. Tout à fait. Mais là, on parle du modèle et on sait que tous les LLM ont leurs avantages et inconvénients. Donc, bien sûr. D'avoir une plateforme qui puisse choisir presque automatiquement le bon LLM. J'avance un petit peu sur nos sujets. Donc voilà, gros sujet, le partenariat du coup avec Claude. On l'attendait, on l'avait évoqué souvent, c'est officiel. Et je trouve que c'est un peu, on a l'impression d'avoir une nouvelle conférence sur l'Ignite entre le changement de Satya Nadella, l'annonce de Claude, le changement de Satya Nadella qui n'animait pas la conférence cette année. Et Claude, on a plein de nouveautés. Les autres choses qui ont été annoncées, on va aller sur le sujet, alors parce que je le vois à l'écran, pour te faciliter le travail, Antoine, du Foundry Control Plane. Alors, à la manière de l'agent 365, du coup, on a maintenant une augmentation des capacités de contrôle et de gouvernance côté Foundry des agents.
avec une expérience dédiée. Donc le Foundry Control Plane, qui va nous permettre globalement de faire... alors, si je reprends globalement le sujet, je reprends mes petites notes. Donc l'idée, c'est... On a eu beaucoup de présentations durant la conférence de l'importance de l'observabilité, du monitoring, de la gestion des contrôles, des comportements sur les agents, de la sécurité. Voilà, on a l'Agent Control Plan qui va permettre de, côté Azure, côté Dev Custom, du coup, côté Foundry, de faire la même chose, donc de contrôler l'ensemble de sa flotte d'agents, donc tous les agents disponibles, les risques identifiés, les alertes. On va pouvoir aller sur des notions de coûts aussi, c'est-à-dire que la prédictibilité du budget, on le voit à l'écran là en haut à droite, une comparaison avec le mois passé, une prévision sur le mois en cours du coût de l'agent par rapport à de la sollicitation, etc. On va pouvoir avoir vraiment un monitoring de comment il est consommé, par combien de personnes, etc. Donc c'est le pendant un petit peu de la partie agent 365, mais côté Azure. Et ça intègre aussi toute la partie sécurité, guardrails, avec le fait de pouvoir avoir des règles de sécurité custom, mais aussi standard déjà implémentées. Enfin voilà, on a la gestion Microsoft, mais aussi dedans la gestion de l'identité des accès. On avait évoqué l'annonce qui se confirme aujourd'hui, l'arrivée de l'agent Entra ID. Chaque agent, et je le redis parce qu'on ne se rend pas compte, des fois on dit les agents, ça va être n'importe quoi dans l'entreprise. Non. Dans le monde Microsoft, chaque agent a un ID. Oui. Un ID veut dire des rôles, des accès, des privilèges et monitorable comme une app, comme une personne. Et on va pouvoir suivre les agents. Donc ça, notamment à travers ces nouveaux studios. Et du coup, a été annoncé aussi, alors là, c'est plutôt dans le Book of News, une intégration avec Palo Alto Networks. Alors pourquoi je le dis aussi? Parce que souvent, quand il s'agit de sécurité, on sait qu'il y a de gros acteurs du marché historiquement installés. Il y a bien évidemment le monde Microsoft avec la partie Sentinel Defender. Mais il y a des acteurs comme Palo Alto qui sont présents dans beaucoup d'entreprises. Et on a eu une annonce d'une intégration de la partie agentique Foundry avec Palo Alto. Je trouvais ça intéressant parce qu'on parle beaucoup des SAP sur la data. Mais dans le monde du réseau et de la virtualisation, et des réseaux virtuels et de la sécurité, on a Palo Alto qui est un mastodonte du marché qui va pouvoir maintenant s'intégrer plus facilement avec Foundry. D'ailleurs, quand tu prends parce qu'on parle du retour de l'Ignite et des annonces qu'ils ont faites, mais quand on ouvre le Book of News, qui est donc le récap de l'Ignite, il y a un quart du livre, si c'est pas un tiers, ça n'est que des sujets de sécurité. Ils ont été moins abordés en keynote parce que ils ont envie de faire briller, de faire des claquettes, et ils ont dit des choses très intéressantes, je ne critique pas, mais le Book of News, un quart du Book of News parle sécurité. On a eu des années, la sécurité, c'était une ligne dans le Book of News. Là, on est passé de une ligne au fond du Book of News, caché, mon Dieu, caché cette sécurité que je ne saurais voir. Là, c'est un quart du Book of News, c'est de la sécu. Donc, mine de rien, on a aussi, même si c'était moins axé pendant la keynote, c'est un gros sujet. C'est important, ouais. Voilà, et notamment, on va pouvoir aller, donc ça intègre aussi tout ce qui était red teaming. On l'avait développé dans les précédents épisodes, le fait de pouvoir générer des scénarios de test sur les agents. On va pouvoir rejouer des scénarios quand on a une alerte, vérifier pourquoi, comment il s'est comporté, etc. Donc, tel que Microsoft le présente, le Foundry Control Plane, c'est ce qui vient étendre la partie agent 365. Donc, vraiment complémentaire. C'est la même chose, c'est en parallèle, j'allais dire, si je dis c'est la même chose, c'est pas vrai. C'est un parallèle, et en tout cas, c'est l'ensemble de la stack entre Agent 365, plutôt côté Microsoft 365 et Copilot Studio, mais pas que, parce qu'on a aussi les agents Foundry qu'on va retrouver dedans, et la partie Foundry Control Plane, on a normalement une gouvernance complète qui est monitorable dans l'écosystème Microsoft 365. Ça, c'était une des grosses news. L'autre nouveauté, c'est la partie Workflow. Alors, je ne sais pas si tu vas la retrouver, Antoine, celle-là, mais globalement, on a eu l'annonce, exactement, on le voit à l'écran, d'un studio de workflow. Et ça, pareil, impact énorme. On en a parlé plusieurs fois entre nous. Il manquait, côté Foundry, quand on parle de scénario agentique, quand on parlait de digitalisation des process internes à l'entreprise avec de la GenAI, on se disait, mais comment à un moment on va représenter
ces enchaînements d'actions nécessaires, souhaités, programmés finalement. Surtout qu'on savait que dans l'Internet global, il existe plein d'entreprises qui avaient mené la voie sur ce sujet-là, des Make, des N8N qui peuvent être open source, où on avait vraiment ces studios graphiques qui nous permettaient de piloter des orchestrations d'actions et d'agents, des process agentiques. Moi, j'avais souvent évoqué à Romain, mais finalement, est-ce que c'est Copilot Studio qui est notre référentiel, qui avait ces textbox qui s'enchaînent d'actions? Pour l'instant, il n'y avait que Copilot Studio qui nous apportait cette vue plutôt métier et fonctionnelle. Et c'était une vue low-code, Copilot Studio étant de la Power Platform. Exactement. Et donc, il manquait la partie pro-code, mais surtout, moi, même si j'aime beaucoup N8N et même si c'est open source, il orchestre des outils qui sont hors tenant, avec tout ce que ça implique. Et N8N, en termes de gouvernance, attention à cette orchestration qui demande beaucoup de travail, parce que tout circule sur Internet, entre guillemets. Bon, je vulgarise beaucoup, les fans N8N ne sortez pas les fusils, mais j'essaye de faire la version courte. Et là, globalement, ce qui est intéressant, ce que tu montres, c'est qu'on a, on a un N8N-like dans Microsoft Foundry. Bon. Et ça, c'est dingue. J'ai 11 000, parce qu'en plus, ce qui va plus loin, c'est que c'est pas que tes 11 000 modèles, si je crois bien, c'est que tu as tout Microsoft Azure derrière. Oui, tout à fait, exactement. C'est globalement derrière, ça va venir orchestrer. Enfin, si on pense process agentique, demain tu fais des systèmes multi-agents, de l'ITSM que tu veux automatiser, des choses comme ça, avec du pro-code et appeler du Fabric et autres, bien évidemment. Je vais pouvoir Fabric, la source de connaissances. Alors, tu me feras une ouverture sur le point d'après, exactement. Mais je vais pouvoir orchestrer, peut-être l'appel à un moment, mon agent qui doit aller checker des choses dans le Fabric IQ, je pourrais le voir visuellement, construire ce process-là plutôt que juste le développer. Et donc, il y a un peu de low-code dans un écosystème. C'est ce qu'on faisait beaucoup, côté Logic App, finalement, et Azure Function pour l'automatisation, mais qui était plutôt de dev. Mais la logique Logic App, on la retrouve ici. Elle était très empreinte de ce qu'on voyait chez N8N, ça se ressemble pas mal d'ailleurs, excusez-moi, mais on est très proche de standard du marché, disons ça comme ça. Visio était là en premier. Exactement. Oui, mais c'est la logique Visio. Exactement, c'est la logique Visio. En tout cas, c'est une énorme nouvelle aussi. Donc, c'est les agent workflow dans Foundry parce que ça nous manquait. Ce côté, on ne pouvait pas imaginer l'automatisation dans l'entreprise agentique demain sans avoir une commande visuelle à un moment de studio. On l'a, c'est l'agent control. Tu as parlé de Fabric dans Foundry, ça c'est le deuxième sujet. Alors, on va faire une petite devinette. On a parlé du Work IQ, on a parlé du Fabric IQ. Quel est le dernier dont on n'aurait pas parlé ce soir? Foundry IQ. Le Foundry IQ, bravo Kevin, tu gagnes un t-shirt Copilot Microsoft 365 réalisé en 6 minutes. Tout à fait. Donc, Foundry IQ, voilà, vous avez vu juste. Donc, une couche de connaissances métiers sémantiques disponible aussi à travers Foundry. Concept un peu différent. Donc, on voyait que côté Work IQ, c'était plutôt tout ce que je fais fait du sens et à un moment, on représente des concepts, des actions que j'ai et c'est exploité. On a vu que côté Fabric, je définissais mes entités pour surcoucher mes modèles sémantiques. Dans Foundry, je suis côté Azure. Je suis côté dev. Donc, je manipule plein de bases de données d'un peu partout potentiellement. Et ce que va nous permettre de faire Foundry IQ, on va le voir globalement à l'écran. Je vais pouvoir regrouper des index existants, des bases de données issues de mondes différents. Ça peut être du OneDrive, du SharePoint, ça peut être du Fabric IQ, ça peut être du Bing, et leur mettre une thématique. Par exemple, je vais définir ma base de connaissances client. Voilà. Ma base de connaissances client, c'est quoi? Ça peut être du Fabric parce que j'ai de la donnée. Donc là, je vais appeler Fabric IQ. Ça pourrait être du Dynamics. Ça pourrait être du SharePoint parce que j'ai des infos clients avant-vente dans mon SharePoint. Et je vais pouvoir créer une espèce de base de connaissances virtuelle en appelant les différents index. En sachant que j'aurai un espèce de RAG modulaire derrière qui saura comment aller interpréter la donnée de chacun. Ça sera pas forcément... Je pourrais optimiser les chunks, etc. A priori, de ce que j'ai vu, je pourrais retrouver mes opérations classiques de travail de la donnée. Mais globalement, quand j'appellerai
le Foundry IQ, j'aurai la bonne étape d'appel et d'extraction de l'information en fonction de la source, que ce soit un index, que ce soit un Fabric IQ et autres. Et du coup, je vais créer des bases de connaissances virtuelles. Dans ton contexte de développement applicatif. Dans un concept de développement applicatif et il y a un concept métier, du coup, que je n'avais peut-être pas référencé jusque-là, parce que ce que j'avais du SharePoint, mais il y a quoi dans SharePoint? Voilà, c'est ça. Il y a de la donnée client, tu vois, mais du coup, est-ce qu'on le rattacherait pas au concept du client? Voilà, c'est ça. Bah si, à un moment, on va nommer la base de connaissances client et on va mettre dedans tout ce qui se rapproche de près ou de loin au client. Et là, on passe encore une strate dans tout ce qu'on s'est dit ce soir. Moi, je trouve ça assez fort, si on se projette dans les concepts. On a tout ce qu'on opère, nous, qu'on donne de connaissances métiers dans le work, du coup, IQ. On a tout le travail de la donnée, des relations dans les tables, dans les chiffres, etc., qu'on crée côté Fabric. Et à un moment, on a Foundry qui peut aussi unifier tout le reste autour de ces mêmes concepts. Donc, si on fait un bon travail, on va pouvoir faire énormément de choses. Et le tout s'interopère, du coup, parce que je peux travailler sur mon work IQ, mon Fabric IQ et mon Foundry IQ, ce sont les 3 annonces de la soirée, et qu'à un moment, il y a des ponts qui se fassent comme c'est présenté dans Foundry. Donc ça, c'était l'autre big news côté Azure AI Foundry. Le Foundry IQ, on peut se dire, qu'est-ce que c'est? Mais c'est assez simple à expliquer, et tout de suite, on voit l'intérêt. C'est que demain, mon agent, plutôt qu'aller appeler SharePoint une fois, parce qu'on lui aura dit que c'est peut-être là-bas, aller appeler OneDrive l'autre fois, ou une base SQL la troisième fois, parce qu'on lui a dit que c'était peut-être là, on a créé un référentiel de la connaissance client si je voulais faire un agent client, customer, et on lui dit, c'est ici que tu trouves tout, et n'appelle que, finalement, ton Foundry IQ. On se gère. Comme si tu avais ton petit agent, tu visualisais avec sous le bras, en fait, tout le catalogue et tout sa carte, quoi. Tout à fait. Donc voilà, donc ça, c'était les grosses annonces côté Foundry, le changement de nom Microsoft Foundry, l'arrivée du partenariat Claude en puissance. Préciser Claude, parce qu'on ne l'a pas beaucoup dit, à l'intérieur. À l'intérieur de Foundry, exactement. Claude d'Anthropic. Oui. Les workflows extrêmement importants, bien évidemment, pour ce côté visuel de l'orchestration agentique. Et mon Foundry Control Plan, qui a un renforcement finalement des capacités de monitoring et de contrôle des agents qu'on avait déjà, avec par exemple la capacité de prédire les impacts de coûts, de savoir au global j'ai combien d'agents, les taux de succès de mes agents en termes de réalisation. On a parlé de l'évaluation, Romain, on la retrouve dans ce contrôle. Les alertes en termes de sécurité ou par exemple d'évaluation qui n'auraient pas passé. C'est-à-dire que là, on le voyait sur le screenshot, je vais avoir des alertes élevées d'un point de vue policy. Mon agent n'a pas respecté une règle de compliance, mais je peux avoir aussi des alertes en mode, il a loupé l'évaluation en termes de succès, donc il n'a pas été bon, il s'est trompé dans les réponses apportées à l'utilisateur. Ou alors, le dernier exemple, c'était, il y a eu une attaque qui s'est faite sur mon agent. Donc finalement, je retrouve toutes les alertes en cours, quelle que soit la thématique, dans mon Foundry Control Plane. Voilà. Donc, c'est cool. Et surtout, comme tu vois là, le calculateur de coûts, c'est que, je ne sais pas si tu voulais en parler après, mais c'est que le nouveau modèle de licence qui va... Je ne sais pas si vous voulez en parler. Alors, je n'allais pas en parler, mais ça aurait été dommage. On va le mettre en 3 secondes. C'est que jusqu'à présent, on parle de faire de Microsoft Foundry ou du Copilot Studio pour chacun son modèle de licence qui lui est propre. Donc, ça veut dire que faire un agent Copilot Studio avec de la iFoundry ou vice-versa, c'est 2 modèles de licence séparés. Donc, l'estimation de consommation est un enfer. Là, avec les outils qu'on a là, il faut savoir qu'on a un 3e modèle de licence qui est donc, on va appeler ça du crédit IA au sens large. Qui s'appelle Legend Factory, qui a un plan. Le plan P3 de son petit nom. Et quand vous demandez à votre contact Microsoft, il saura ce que c'est le plan P3. Et globalement, c'est que ça fusionne la consommation de iFoundry, enfin de Microsoft Foundry, donc la partie ex-Azure iFoundry, avec Copilot Studio. Et donc là, plus de questions à se poser, je fais de l'argent, j'ai un point de consommation unique, terminé. Je sais que je suis prêt à dépenser tant par an par mes agents, Microsoft au global, Copilot Studio, etc. Plutôt de se dire, j'achète des crédits Copilot Studio et je fais une réservation du PTU pour des tokens côté Foundry. Là, je vais acheter des CUA, je crois, Consumption Unit Agent. Il y a plein de consonnes et de voyelles dans le désordre. C'était ça. Et globalement, je vais acheter un paquet de capacités de consommation d'agents. Et ça se répartira sur ce
que j'aurais besoin. Donc voilà, l'agent factory, un nouveau plan de consommation de l'activité agentique Microsoft, simplificateur. Ouais, exactement. Et quand est-ce qu'on la fabrique avec? Ça sera le P4? Le P4, c'est ça. P4. On va finir sur 2 petits points, parce qu'on s'est dit la majorité. On avait fini, donc la conférence a terminé sur la partie Azure, qui n'est pas en reste, moins visible que tout ce qu'on s'est dit. Néanmoins, c'est l'arrivée du Copilot pour Azure. Alors, il avait déjà été évoqué dans un des épisodes, mais on a eu des démonstrations là, de la partie Copilot dans Azure. Alors moi, ce qui m'a choqué d'ailleurs, c'est qu'on retrouve le logo Copilot et on voit l'unification du logo. Enfin. Exactement. Donc là, on a le même logo, peu importe le Copilot. Et du coup, on nous a par exemple montré, donc je crois que c'est une personne qui s'appelle Scott Poutry, si je ne dis pas de bêtises, l'Azure Copilot Migration Agent, qui va nous aider, du coup, à plus rapidement déployer des landing zones, générer de l'infra as code, et aussi faire de l'étude de scénarios de migration. Alors, c'était assez sympa à voir, je trouve ça, à l'écran. C'est que du coup, je donnais une application existante à migrer, en IaaS, par exemple, et globalement, j'ai une analyse qui se fait par le Copilot qui me dit, ta recommandation, c'est de migrer sur du PaaS. Alors c'était l'autre écran, Antoine, je crois. Globalement, on avait un petit assessment qui se faisait, qui disait le but c'est de migrer sur du PaaS. On va te recommander de plutôt aller vers du PostgreSQL en instance et un AKS par exemple. Et ça devrait te coûter à peu près $152 le mois. Donc une aide à la migration applicative, c'était ce qui était montré. Et à la fin, on avait même une comparaison des différents plans avec la préférence sur du PaaS. Donc là, le côté finalement calculette Azure, l'Azure Cost Management qu'on a depuis longtemps, la calculette Azure, appelons-la comme ça, qui devient un peu automatisé et intégré dans ce Copilot migration. Je trouve ça assez sympathique aussi à présenter. On est bien d'accord que c'est de la recommandation de migration. C'est de la recommandation de migration. Mais, si, parce qu'après, dans la démo, il te montrait comment... C'est là où je suis sceptique sur la capacité à... Non, dans la démo, il t'aidait. C'était du vibe coding assisté. C'est-à-dire qu'il te montrait les interfaces, il pouvait t'aider à générer des bouts de code, mais je suis d'accord avec toi, c'est touchy. Nicolas, il basculait après. Ces outils de migration automatique. Oui, mais regarde, là, on parle de conteneurisation. Enfin, tu vois. Oui, alors là, on est peut-être sur des choses qui sont assez. Mais du coup, derrière, il basculait côté GitHub Copilot pour continuer ce qui avait été préconisé, montrer comment derrière tu génères du code, etc. Enfin, bon. En tout cas, une partie Azure qui ambitieux en tout cas. Qui était présentée. On a eu une grosse partie sur les capacités de calcul, les factories en termes de data center, sur la partie AI. On a eu l'annonce d'une nouvelle base, je la cite, on en reparlera peut-être plus tard. C'est le One More Thing. On a eu l'Azure Horizon DB, qui est une base de PostgreSQL qui devrait permettre de passer à l'échelle et de couvrir tous ces nouveaux cas d'usage AI. C'est à peu près ce qu'on en a compris. Oui. Je ne vais pas m'attarder dessus. À creuser, j'étais le premier surpris. Il y a déjà Postgre, c'est assez bizarre. Et on va terminer sur ça, parce que la conclusion qu'on s'était fait, du coup, c'est changement de ton, je trouve, une nouvelle ère un peu, peut-être, l'ère Johnson, en fait. Plus pragmatique, terre à terre. Des annonces pourtant conceptuelles assez puissantes avec ce fameux IQ, moins de vendeurs de rêves. Excusez-moi le terme, le côté... Alors, on l'a eu à la fin, un peu le côté, l'impact sur l'agriculture, l'impact sur la santé, etc. Parce que c'est la finalité qu'on recherche. Il y a eu des scientifiques, des chercheurs qui ont montré qu'ils avaient N nouveaux médicaments en développement grâce à l'IA, etc. Donc, on sait que Microsoft continue à investir sur la recherche et à l'impact que l'IA peut avoir. Par contre, on n'a pas commencé par ça. On n'a pas, comme aux grandes époques de Copilot, où on avait la traduction multilingue qui était montrée à travers le monde. On a fini par ça. Et par contre, on a eu un Ignite très concret, très démonstratif, avec des choses un peu plus mises en situation, avec etc. Avec de la mise en scène. Moi, j'ai bien aimé. C'était assez intéressant. Ils ont voulu animer. Regarde, à un moment, on n'a pas parlé, mais ils ont invité Workday et Salesforce à discuter sur scène. On ne peut pas faire plus concret pour parler à un client que d'inviter Workday. Un fournisseur de modèles... je l'aurais pas. Radius, avec le claquement de doigts là. Manus AI, et voilà, tu l'as dit avec Workday et ServiceNow, le patron de ServiceNow qui était là.
Exactement. Donc, il y a une mini table ronde qui s'est faite un moment sur, comme ça, la patronne de Mercedes. On a eu une démo de voiture sur les nouveaux agents. Alors, dans la manufacture de Mercedes, comment ça existe? Ça permettait de contrôler des pannes, etc. Ou des défauts, mais aussi dans la voiture avec de la voix temps réel, etc. C'est une belle illustration. Non, on sort des slides. En fait, on est vraiment dans le nom de l'Ignite, quoi. Tout ce qui a été présenté, la build toutes ces années, etc. Depuis mai. Là, on est vraiment en phase d'allumage. C'est quelque chose de très concret, en fait, et on commence à voir de la réalité qui arrive, en fait, et des vrais démos de bout en bout. Parce qu'avant, on était plutôt dans quelque chose assez conceptuel. On construit au niveau développement. Là, on est dans le. D'ailleurs, même l'Ignite avait commencé avant l'Ignite, puisque tu as certains invités, certains MVP qui postaient des photos en montrant l'Ignite commencer en avance, puisqu'ils ont été emmenés à l'Ignite en voiture sans chauffeur, certains. Petite dédicace, ils se reconnaîtront. Tout à fait. Et une grosse nouveauté, la naissance d'une nouvelle compagnie. Zava, le mot de retenir. Exactement. Non, mais c'est peut-être le changement d'air, quelque chose qui. On va terminer sur ce petit rappel. Oui. Adieu Contoso, bienvenue Zava. Exactement. Il va falloir s'y faire. On espère comme d'habitude que vous avez apprécié l'exercice. Réaction à chaud après avoir vu la keynote de 2 heures, lu les blogs. C'est vraiment un exercice de style pour nous. On adore faire ça aussi, ce challenge-là. On vous retrouve très prochainement pour un épisode des Têtes dans le Cloud classique. Alors, d'ailleurs, on aura un épisode avec des invités. Je ne sais plus, Antoine, s'il avait été annoncé ou pas encore. Pas encore. Donc, teasing. Je fais juste un petit teasing. On aura un épisode spécial avec des invités sur le thème de la cybersécurité, globalement, voilà, et notamment de Microsoft 365 Copilot, globalement. Donc, ça sera la prochaine. On vous encourage bien évidemment à commenter, à nous dire ce que vous avez aimé sur cet Ignite, à nous dire si on a dit des bêtises comme d'habitude. On sera un plaisir de se rattraper et d'aller chercher la vraie info. Et donc, Nicolas, je te confirme sur ça que les SQL Database sont bien en JA. On ne dit pas que des bêtises. On vous encourage à partager, liker et on vous dit rendez-vous au prochain épisode des Têtes dans le Cloud. C'était la session Ignite 2025. Merci. Bye bye. Salut.